Nous allons débuter cet atelier, donc bienvenue à tous pour cet atelier qui va porter de l'idée au protocole. Donc moi je suis Gwenaëlle Jacques, je suis coordinatrice paramédicale de la recherche sur le centre hospitalier de Versailles et je modère cet atelier avec Christelle. Alors moi je suis Christelle Aparicio, coordonnatrice de recherche paramédicale au CHSE Étampes et infirmière de recherche clinique. Voilà. Voilà, donc on va laisser la parole à Bérangère et Frédéric. Merci d'être venu à cet atelier de l'idée au protocole. Donc voilà, je me représente, Bérangère Couturier. Je suis coordonnateur de la paramédicale de la recherche en soins sur le groupe hospitalier universitaire Henri Mondor. Et mon binôme, Frédéric. Donc Frédéric Lemoine, je suis infirmier. Je travaille à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je coordonne les différentes études en fait, de la brigade, aussi bien médicale que paramédicale, pour monter les projets ou la mise en place qui sont de l'extérieur au sein de notre institution. Alors, on va poser juste voilà, un peu le cheminement de cet atelier où vous serez vivement sollicités. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu ce qu'on espère faire au cours de cet atelier. Et puis, on va vous faire participer, si vous pouvez, voilà, nous partager avec nous quelques idées de recherche autour d'une thématique qui vous a été transmise par mail. Et on va ensuite, ensemble, dérouler le fil voilà, comme un parcours, un process de réflexion de l'idée jusqu'à une trame de protocole. Et voilà, en 1h30. Donc d'ailleurs, c'est pas si vous voulez participer, en fait c'est obligatoire. Sinon vous n'êtes pas, sinon il fallait pas venir à l'atelier. Donc en l'occurrence, l'idée, en fait, on en a tous en fait des idées, mais on ne sait toujours pas par où commencer. Comment est-ce que je vais pouvoir la développer? Et ce qui arrive en fait, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs ce matin, ce que Bruno expliquait, c'est-à-dire qu'il est parti d'une première idée et puis en fait il a dépensé beaucoup d'énergie pour devoir refaire en fait finalement son étude avec une démarche méthodologique plus construite, etc. Donc ce qu'il faut éviter, c'est justement ça, c'est de se dépenser une énergie et puis ne pas avoir de bénéfice derrière. Donc quand on a son idée, c'est pouvoir l'analyser, juger sa propre idée, avoir un regard plutôt objectif et éviter cet effet tunnel en disant je sais ce que je veux montrer et foncer droit dans un mur. Donc prendre un peu de recul sur cette situation. Donc ça, c'est ce qu'on va vous montrer, donner quelques éléments qui vont permettre d'obtenir en fait un peu de recul sur cette idée, d'arriver à quelque chose d'objectif. Ensuite, donc l'objectif de cet atelier, c'est de découvrir les différentes étapes qui vont mener à la construction d'un protocole. Évidemment, on ne va pas pouvoir écrire un protocole ensemble dans cet atelier, mais en fait, on va pouvoir s'en approcher. Alors, c'est toujours plus parlant de partir d'un exemple. C'est pour ça qu'on vous a envoyé un mail en vous demandant, en fait, en vous donnant une thématique, et puis de trouver en fait, ensemble une idée sur laquelle on va pouvoir construire le projet et de pouvoir donner des exemples tout au long du parcours de cette idée. Il y a quelques limites à cet atelier, c'est qu'on ne peut pas explorer toutes les approches professionnelles, le côté diététique, en fait, mais par contre, il y a tout un ensemble de choses qui s'adressent aussi bien la prise en charge de la douleur, c'est aussi bien les manipulateurs radio, les infirmiers, les sages-femmes, enfin tout un ensemble de professions paramédicales et ça concerne le soin dans sa globalité. Et puis l'exploration du sujet reste limitée puisqu'en fait on ne pourra pas effectuer des recherches bibliographiques en lien propre avec l'orientation dans laquelle s'oriente notre idée. Donc voilà dans un premier point pour cadrer un peu l'atelier. Et c'est aussi l'opportunité d'avoir une approche, là, on est voilà, un petit groupe, un regard pluriel sur une idée de recherche. Et c'est ce qu'on vous invitera aussi à faire en pratique, de partir collectivement avec cette idée. Donc la thématique, donc on vous a proposé voilà, une thématique où la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir vous situer par rapport à la prise en charge de la douleur. Alors à l'entrée, dans votre unité de soins, dans votre service, dans votre structure, si c'est une structure, par exemple une maison de santé.
Et voilà, on part de sa pratique, d'un constat, d'une problématique, d'un étonnement, d'une idée finalement assez innovante. Ça peut être aussi, on est face à une difficulté, on a envie finalement de se servir de la recherche comme d'un levier pour explorer cette difficulté et voir comment on peut la contrebalancer, entre guillemets. Et donc voilà, ce qu'on peut... Donc là maintenant, on aimerait en fait avoir vos idées. De quelle manière vous voudriez avoir cette approche en fait de la prise en charge de la douleur? Ça peut être quelque chose d'innovant, c'est-à-dire vous voulez mettre en place une nouvelle méthode dans votre service, vous voulez analyser ce que vous faites déjà. Dites-nous sur quoi en fait, quelles sont vos idées? Oui. Moi, je travaille en structure d'accueil des urgences adultes et pédiatriques, et ce que ça m'a suscité comme questionnement et que j'essaye souvent de faire, mais c'est ma propre initiative, c'est la prise en charge du patient dément à son arrivée aux urgences, où souvent c'est plus ou moins protocolé. On va devoir déshabiller, vérifier l'état cutané, changer la protection, faire un bilan sanguin, faire un électrocardiogramme, et ça se fait souvent dans les cris, dans la rétractation des membres, etc. Et ce que souvent j'essaie, c'est que je mets de la musique, mais on a la chance d'avoir sur Spotify, on peut choisir des playlists en fonction du rythme cardiaque. Donc je mets souvent une playlist à 60 BPM ou 80 BPM, en me disant que si au moins ça apaise pas le patient, ça m'apaisera moi, et je serai sur le rythme de la musique et je serai moins stressé, angoissé, moins pris par les cris du patient, et pour être le mieux traitant possible et pouvoir faire les soins quel moment. D'accord. Donc en fait, du coup, c'est une initiative, mais du coup, vous voudriez explorer en fait la mise en place en fait de cette technique. De la musique à un certain rythme sur l'apaisement, la prise en charge de la douleur d'un patient dément. Ok. Il y a d'autres idées? Donc là, on est sur intervention non médicamenteuse, entre guillemets, sur qu'on pourrait évaluer dans le cadre d'un projet de recherche dans l'objectif de l'implémenter en pratique courante, en fonction des résultats qui pourraient être mis en œuvre, mis en évidence. Sur une autre idée. Après, on va peut-être voter après pour dire sur quelle idée on part. Une autre idée? Parce qu'il y a un kinésithérapeute qui nous a proposé une idée, et s'il est dans la salle, je ne sais pas. Oui, c'est quelque chose qui relève pour le coup des soins courants, quelque chose qu'on voit au quotidien, dans mon cas en réanimation, parce qu'on a beaucoup de patients post-opératoires. Dans mon hôpital, en l'occurrence, on a beaucoup de chirurgies de la sphère abdominale, donc soit digestive, soit vasculaire par voie abdominale. Et donc, nous, on se retrouve souvent avec des patients douloureux, que ce soit pour les faire respirer ou pour les mobiliser, de la verticalisation. Et donc, le but du jeu, ce serait parfois on a des PCA, parfois on n'en a pas. Parfois, ça va être des injections intramusculaires de morphine, parfois ça va être des cachets, ça dépend des types d'interventions. Et donc, le but du jeu, c'est que, c'était déjà, d'un côté, évaluer la douleur, évaluer à quel point la douleur d'ordre mécanique, c'est-à-dire les douleurs qui sont souvent peu soulagées par ces thérapeutiques médicamenteuses, sont soulagées par les côtés médicamenteux. Puis ensuite, voir à quel point les contentions mécaniques, que ce soit une ceinture abdominale, que ce soit des techniques pour se tenir ce qu'on appelle nous la toux protégée par exemple, la contention manuelle, à quel point ça peut diminuer la douleur. Et pour en quelque sorte tirer quelque chose de plus objectivable qu'est l'évaluation subjective de la douleur par les patients, que ce soit en EVA, en échelle numérique, par exemple, essayer de mesurer les débits des pointes à la toux, le débit expiratoire, mesurer avec un peak flow, quelque chose qu'on peut avoir aussi couramment dans les soins, pour évaluer l'efficacité potentielle de la toux. C'est-à-dire, on fait tousser le patient avant la séance, on évalue la douleur, on met en place la thérapie antalgique, puis on laisse agir en fonction des types, soit tout de suite, soit une demi-heure après. Et donc, on évalue le débit des pointes à la toux par la suite, et on voit si, du fait de soulager la douleur, on a une toux plus efficace ou pas, par exemple. Donc là, ce serait... Parce que là, en fait, on n'est pas interventionnel. Là, vous seriez en fait dans une étude où vous faites comme d'habitude, mais sauf que vous évaluez des éléments. C'est du soin courant. C'est juste qu'on on analyse ce qu'on fait, on chiffre ce qu'on fait. Parce que vous parliez d'immobilisation, en fait. Du coup, ça, c'est quelque chose que vous feriez en plus ou imposer, en fait C'est-à-dire que de toute façon, dans les soins courants, ces gens de patients, on les lève si possible à J1.
Après, le but du jeu, c'est aussi de dire, par exemple, c'est de déchiffrer l'affaire pour dire, bon, ce patient, il n'a pas besoin de kiné respiratoire, ou on peut y aller, on peut le mobiliser, il n'est pas trop allergique, voilà, il n'y a pas de risque, en quelque sorte, de complications post-opératoires. Puis, après, des patients plus âgés, des patients avec une toux plus faible, on dirait, ce patient-là, il faut les identifier, ce sont des patients à risque de toux, il faut vraiment se donner les moyens de les mobiliser, verticaliser. Donc c'est évaluer en fait l'impact de la prise en charge de la douleur sur les besoins sur de rééducation, par exemple, sur les besoins des... Sur la toux, en fait, sur le côté respiratoire. Exactement, par exemple. Et du coup, ça veut dire qu'en pratique courante, vous avez standardisé une pratique pour la prise en charge de ces patients, oui, ou alors ouais. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, cliniquement, on arrive à évaluer qui a besoin de kiné respiratoire, qui a une toux suffisamment efficace cliniquement. Mais ça, c'est la bouteille, c'est l'expérience. Après, voilà, sur les papiers, un patient est censé avoir 230 millilitres minute de peak flow pour avoir une toux potentiellement efficace. Donc voilà, c'est en quelque sorte essayer d'établir des liens entre la littérature, entre ce qui est dit dans la littérature et la pratique clinique, les besoins du patient en pratique clinique. Évaluer l'impact de la prise en charge de la douleur dans sa toux, en fait. Par exemple, dans l'efficacité de la toux en post-opératoire. Allez, d'autres idées? Oui. Il faut vous rapprocher, en fait. Venez aussi, comme ça, c'est l'occasion de... Ah oui, vous êtes dans l'obscurité, là. Bonjour, je m'appelle Anane, je suis infirmière à l'hôpital Fondation Rothschild. Et j'ai fait 15 ans d'urgence et de SMUR. Donc moi, au niveau de... c'est un petit questionnement que j'ai. C'est-à-dire qu'on a tous été confrontés à un patient qui est né aux urgences, qui cotait une douleur, peu importe, à 3, 4, voire même 10. Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus. On avait des protocoles sur la douleur. Donc on mettait on donnait tous les médicaments qu'il y avait par rapport à cette cotation de la douleur. Jusqu'au jour où moi j'ai été malade et je suis allée aux urgences, malheureusement. Et donc quand on passe de l'autre côté, c'est vraiment différent. Je suis arrivée en cotant une douleur à 10, avec vraiment un faciès douloureux. Et malgré ça, je n'ai eu qu'un paracétamol. Alors qu'au final, j'ai souffert pendant 4 heures et que c'était une torsion d'ovaire. Donc je me suis dit, on s'est tous un jour dit, j'y crois pas à sa douleur, à ce patient. Non, il n'a pas la tête à avoir à 10. Et je me suis dit que peut-être faire un questionnaire, ou en tout cas comparer la douleur d'un patient à notre ressenti à nous, en tant que soignants, notre perception. Exactement, notre perception à nous. En tant que soignant versus celle du patient. Exactement. Ok. Voilà. Donc, c'est une étude où on observe. Observationnelle. Voilà. On observe. On mettrait potentiellement des discordances entre. Exactement. Parce que moi, la première, je ne jette pas la pierre. J'ai déjà dit en voyant un patient, j'y crois pas. Mais est-ce que vous le dites encore ? Plus du tout. Maintenant que je suis passée de l'autre côté, plus du tout. Ok, d'autres idées? Oui. Alors moi, je travaille au bloc opératoire, je suis infirmière anesthésiste et je suis toujours interpellée en garde par la prise en charge des urgences. Quand, par exemple, je suis sur le bloc général ou en maternité, on accueille souvent des torsions d'annexe ou des grossesses extra-utérines. Et en fait, c'est des situations où la personne arrive pliée de douleur et le processus est d'endormir la personne le plus vite possible. Et donc, moi, je trouve que dans ce cadre-là, on est dans le déni de la douleur à l'arrivée du patient au prétexte de l'urgence. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. J'avais pensé à la communication hypnotique au bloc opératoire parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur mon bloc qui se forment à ça. C'est pas du tout dans le but du bloc opératoire, c'est plus dans le but de l'utiliser en PMA pour toutes les ponctions ovariennes qui se font sans anesthésie. Mais je me demandais s'il y aurait un bénéfice pour le patient dans le vécu de la situation, apprendre qu'on est enceinte, que cette grossesse ne sera pas viable, qu'on va donc passer au bloc opératoire ce soir alors qu'on avait prévu un super dîner. Je trouve que c'est à chaque fois un choc, que c'est pas évident à prendre en charge, qu'il y a les antalgiques
qu'on ne laisse pas du coup auquel on ne laisse pas le temps d'agir entre les urgences et la prise en charge au bloc parfois, parce que c'est vrai, ça reste urgent. Donc, est-ce qu'il y aurait un bénéfice à plus former les infirmiers anesthésistes et les autres personnes du bloc opératoire à la communication hypnotique pour améliorer le vécu du patient? Voilà. Mais j'ai pas. C'était une idée suite à votre mail il y a 24 heures. En fait, sur les techniques non médicamenteuses à intégrer dans son service. On retrouve un petit peu le même genre. Tout à fait, parce qu'effectivement, on avait parlé de la musique dans d'autres circonstances. Tout ça, ça vient aussi du fait que sur le bloc opératoire, on a de l'ambulatoire. Et en ambulatoire, on avait proposé plusieurs choses. Le masque de réalité virtuelle, la musique aussi, effectivement, avec des différentes variations de rythme adaptées à ce que demandait le patient, s'il souhaitait quelque chose de joyeux, quelque chose de reposant, quelque chose d'apaisant. Donc on pouvait, et dans son style musical, classique, rock, jazz. Donc effectivement, c'était une option, et il y avait eu un laboratoire qui avait prêté du matériel, mais il n'y a jamais eu d'évaluation de tout ça. Et là, voilà, je me demandais si ce ne serait pas effectivement une option à reproposer dans le cadre de l'urgence. Alors, j'avais une question à vous poser. Vous parliez de l'exemple de la grossesse extra-utérine, mais est-ce qu'on lui a évalué la douleur avant d'arriver au bloc opératoire? Parce que peut-être même qu'elle n'a pas eu d'évaluation de douleur. Alors, ça dépend des situations, tant pour la torsion d'annexe que pour la grossesse extra-utérine, qui sont vraiment deux urgences pour lesquelles on attend rarement le jeûne. Et donc, on les passe au bloc très, très vite. Mais en général, si aux urgences, il y a quand même normalement une première évaluation de la douleur. Parfois, il y a même des antalgiques de données. Et c'est là où il y a un problème, c'est que certains patients vont être vraiment pris en charge très très vite parce qu'on a la possibilité de le faire ou parce que leur urgence est vraiment très très urgente. D'autres fois, on peut se donner un petit peu plus de temps. On pourrait se donner un peu plus de temps, mais comme on est disponible, on va le faire tout de suite. Et donc finalement, il y a des patients qui arrivent dans des bonnes circonstances et d'autres qui arrivent vraiment très douloureux. Et pour cela, c'est vrai que c'est difficile. La nuit, on n'est pas nombreux, etc. On veut aller vite. Et moi, je trouve qu'il y a le déni de cette douleur au profit de dire on va l'endormir, elle sera soulagée, et de toute façon, il n'y a que ça qui va la soulager après. Et moi je trouve qu'il y aurait probablement un bénéfice sur le vécu de ces patientes que malheureusement on peut voir revenir plusieurs fois sur mon bloc opératoire parce que c'est Port-Royal, je ne cache rien. Donc il y a beaucoup de personnes qui reviennent plusieurs fois pour le même type de chirurgie urgente. Non, juste pour répondre, pour le coup, il y a beaucoup de littérature sur l'intérêt de la communication hypnotique, y compris sur la douleur. Il y a les hôpitaux universitaires canadiens qui ont travaillé sur justement tout un programme de recherche sur un programme de formation des infirmières, notamment dans les services d'oncologie pédiatrique, à la formation de la communication hypnotique, et ils ont évalué l'impact avant-après. Il y a plein d'autres études, mais je l'ai en tête. Sur la réalité virtuelle, aujourd'hui, il y a à peu près une fois par semaine une publi qui sort sur réalité virtuelle, douleur. On est sur une phase de réalité virtuelle associée à l'hypnose. On est maintenant déjà un peu upgradé par rapport à réalité virtuelle seule. Donc, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est typiquement des sujets qui nous intéressent beaucoup, qui nous passionnent, et on peut avoir l'impression qu'il y a des bénéfices, et ça en a. Mais on va regarder un peu la littérature, et du coup, j'ai l'impression que sur votre sujet, c'est plutôt sur la mémorisation de l'événement traumatique qui est la torsion que vous décrivez. Du coup, à mon avis, il y a quelque chose vraiment à interroger dans votre sujet, mais peut-être pas sur le sujet méthode psychocorporelle. Il y a quelque chose à interroger, mais peut-être pas là-dessus, parce que en douleur, un des points qui est très important aujourd'hui, qui commence à émerger, c'est en fait on retravaille le souvenir douloureux. Grâce à une communication positive, on va en fait venir déposer dans la mémoire de la personne quelque chose de positif au-dessus de l'expérience douloureuse. Et donc là, c'est Mélanie Noël, entre autres, qui travaille beaucoup là-dessus, mémorisation de la douleur. Et du coup, là, c'est peut-être une piste pour vous. Merci. Alors, est-ce que d'autres sujets? Oui. Du coup, moi, ce serait plutôt sur une question de douleur chronique, parce que oui. C'est plutôt ce à quoi je suis confrontée. Moi, ma question, c'est
peut-être à l'instar de ce qui vient d'être dit, le fait qu'on entende cette douleur chronique, et notamment en médecine générale, moi j'ai l'impression que les patients reviennent avec ces histoires de douleur chronique et qu'on leur prescrit toujours la même chose. Alors, est-ce que ça veut dire que, pas forcément qu'on n'entend pas, mais en tout cas qu'on n'a rien à proposer? Du coup, est-ce que c'est... Enfin, il y a plusieurs questions. Est-ce que c'est évalué, réévalué? Est-ce que c'est entendu? Est-ce qu'il y a quelque chose à proposer qui n'est pas connu? Ou est-ce que c'est une question de temps aussi? Parce que probablement que les patients arrivent en consultation avec d'autres questions que cette question de la douleur. Bon, il y a plusieurs questions dans ma question, mais en tous les cas, comme j'entendais beaucoup de choses autour de la douleur aiguë, je voulais proposer quelque chose autour de la douleur Quelque chose sur la douleur chronique, mais ça serait une approche de se dire, est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'elle est évaluée, cette douleur chronique, en consultation, quoi? Oui, notamment sur la question de la prescription. Ouais. Et Parce pourquoi qu'en fait, on peut retrouver des patients avec qui on a des antalgiques qui sont prescrits pendant des années, et les patients disent « j'ai mal ». J'ai toujours mal, en fait. Malgré part, est-ce que c'est le traitement antalgique ou est-ce que les traitements ne sont pas adaptés, ou est-ce que... Enfin, je sais pas. Donc sur l'évaluation de la douleur, dans la douleur chronique, en fait, la réévaluation, surtout, après la prise en charge... C'est ça. Mais c'est aussi comment elle est accueillie et comment elle est managée, entre guillemets, c'est-à-dire comment on va la prendre en charge si on n'a finalement que l'aspect traitement médicamenteux et qui derrière lequel on peut se cacher aussi. Donc il y a aussi je sais pas, les représentations du médecin ou de l'IPA, etc. Ouais, sur cette douleur. Ok. Encore un autre sujet Oui, peut-être une dernière idée. Après, une on va arbitrer. Et après, il va falloir trancher et choisir. Réfléchissez-y déjà. On est désolé après de vous censurer un peu. Bonjour, moi je suis ergothérapeute, je travaille dans un service de rééducation du blessé médulaire et je me questionne un peu sur l'impact de la douleur dans l'engagement et la participation du patient en début de processus de réadaptation, parce que des douleurs d'euro et autres, parce que ça engendre de la fatigue, parce que ça engendre plein de choses qui fait que le patient a du mal à s'engager au début dans un processus de réadaptation qui va être forcément très long. Et des fois, on ne prend peut-être pas suffisamment en compte, cette douleur. Elle est prise en compte par les médecins au niveau médicamenteux, mais comment nous, en tant que rééducateurs, on la prend en compte dans notre prise en charge? Donc c'est évaluer cette douleur d'un point de vue... C'est évaluer, c'est déjà peut-être l'objectiver. Oui, objectiver en fait la douleur déjà dans la partie... dans la prise en charge directement. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Et comment c'est intégré dans la prise en charge de rééducation. Alors, ce qu'on vous propose, c'est... comment on va arbitrer ça? On va en choisir une. Je suis désolée, on est obligé de prendre un fil conducteur. Alors, il y a... Sur les... On est plutôt... Il y a plusieurs... sur les techniques non médicamenteuses, intégrer une technique non médicamenteuse ou pas, déjà, c'est quelque chose qui ressort. Ouais, c'est ça. Dans l'accueil de son service, il y a eu 2 ou 3 sujets sur le service d'urgence. Pour un peu nier. Quel est le sujet que vous voulez aborder? Est-ce qu'on fait C'est un échange, hein? Oui, on peut lever la main levée. Donc, sur les évaluer l'intégration d'une approche non médicamenteuse à la prise en soins courants. Quel que soit en service, au SAU ou à l'arrivée dans son service. Donc on peut prendre l'exemple de service d'urgence, mais ça peut être valable dans n'importe quel service. Ou au bloc, juste en amont. On ne peut pas voir tous les sujets et voter après, non? Oui. Mais alors, le problème, c'est qu'on n'a pas, on a pas de tableau. On n'a pas de... On avait 3 sujets qui étaient plus orientés sur les techniques non médicamenteuses. Donc il y avait la musique, la conversation hypnotique et puis... D'accord. Donc c'est un peu plus... donc l'intégration, le bénéfice d'intégrer une technique non médicamenteuse dans la prise en charge de la douleur de son service, ça vous va? Ok. Après, on est, si les perceptions, la perception de la douleur ou la façon d'appréhender la douleur de l'autre, c'est peut-être aussi une thématique qui vous intéresse. N'hésitez pas à la porter aussi. Mais dites-nous. Alors, sur la technique non médicamenteuse, quelle technique médicamenteuse vous voulez qu'on introduise? On ne va pas tous les prendre. Non, on peut.
Non. Il y avait l'hypnose, il y avait la réalité virtuelle, il y avait la musique. Bonjour, je suis psychomotricienne, donc si on part sur les interventions non médicamenteuses, ça me parle bien. Est-ce que on partirait pas sur des choses soit avec le contact corporel ou soit juste sans contact corporel? Comme ça permet de mettre à la fois la musique, à la fois l'hypnose, et puis dans un autre côté, on va avoir tout ce qui est toucher massage, etc. Des interventions multimodales avec Non, justement, parce qu'il y avait la partie musique et hypnose, et puis il y a d'autres interventions non médicamenteuses qui relèvent plus du toucher, justement, comment en touchant la personne, sa perception de la douleur va pouvoir être modifiée ou pas. Ouais, mais du coup, on va pas pouvoir élaborer plusieurs thématiques. On va arriver, en fait, du coup, je pense à la diapo suivante qui va permettre de guider notre. Après, en termes d'intervention non médicamenteuse, on peut traiter au sens large et vous nous donnez un objectif ou des façons de l'explorer. Ce qu'on vous propose, c'est finalement, on a cette idée initiale, donc on part sur... alors c'est un peu compliqué, du coup, je ne sais pas l'environnement de cette idée, mais donc comment, on s'interroge si le fait d'intégrer une approche, une intervention non médicamenteuse, qui va rester à définir, à préciser, dans la prise en charge du patient, aurait potentiellement une plus-value sur la gestion de la douleur du patient. Alors je ne sais pas si c'est en amont d'une séance de rééducation, si c'est en amont d'un acte invasif ou d'un acte chirurgical, mais, ou à l'admission au SAU. Mais on va se dire qu'il faut préciser cette idée et ce qu'on appelle un peu la tourniqueter, l'évaluer. Donc, est-ce que on est bien sur une idée qui relève de notre domaine de compétences? Est-ce que c'est une question qui fait référence à notre pratique courante en tant que professionnel de santé? Est-ce qu'on est, si on est sur du médicament, est-ce que c'est pas le médicament qu'on évalue, mais c'est finalement plus la prise en charge, une stratégie de prise en charge autour de ce médicament. Donc là, c'est juste vérifier qu'en tant que professionnel de santé, je suis bien dans mon domaine de compétences. Tu peux ajouter quelque chose, Frédéric? Non, c'est l'idée. Hein. C'est qu'en fait, on a tendance, par exemple, on prenait le service des urgences, si par exemple, vous envisagiez de mettre en place... de dire il y a des nouveaux médicaments qui sortent qu'on peut donner aux patients, je pense au Pentrox notamment, en fait, qu'on peut donner, qu'on fait respirer les gens. Si vous vouliez comparer en fait, ce genre de médicaments sur la prise en charge de la douleur versus ce qu'on fait habituellement, ce n'est pas du domaine de compétences paramédicales, on va être dans un domaine de compétences médicales, puisqu'en fait c'est un médicament qui va être prescrit, qui nécessite une prescription, et donc du coup on va sortir de son cadre de compétences pour un infirmier en fait, par exemple. On s'interroge finalement, mais c'est ce que Bénédicte a proposé, à alimenter tout à l'heure, c'est finalement quelle est la valeur ajoutée de cette idée? Est-ce qu'il y a une plus-value à finalement continuer à dérouler cette idée et à l'investiguer? Ou finalement, est-ce que, déjà en tout cas localement, comment cette idée prend sens pour l'équipe, pour l'environnement local dans lequel j'exerce? Donc là, l'intégration de notre douleur, donc de la prise en charge non médicamenteuse, d'ajouter en fait à notre pratique courante, on va ajouter une technique non médicamenteuse. De quelle manière ça va amener une valeur ajoutée dans notre prise en charge? Là, on n'est pas dans l'amélioration des connaissances, mais on va améliorer le soin aux patients, le confort, l'efficacité, peut-être la diminution du traitement médicamenteux, des doses dentalgiques, par exemple. Donc ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous attenderiez, vous, par exemple, dans cette prise en charge? Je pense qu'il y aurait toute une partie organisation et équipement à prévoir, puisque si on part, par exemple, sur l'hypnose, il faut toutes les formations qui vont avec. Si on part sur la musique, il faut le poste qui fonctionne, il faut l'abonnement à Spotify, il faut la SACEM, etc. Donc
ça va définir aussi quelle des valeur, protocoles. quelle valeur va... Eh ben, Qu'est-ce qu'on va attendre en fait de cette prise en charge, enfin, de cette technique non médicamenteuse? Pas le moyen qu'on va mettre en place, c'est pas les moyens qui vont diminuer du coup tout ce qui est antalgique, ou en tout cas diminution de l'antalgie, pallier à ce temps où l'antalgique fait pas encore effet aussi, éventuellement. Ouais. D'accord. Ouais, donc en attendant en fait la prise en charge, l'effet médicamenteux. Moi, je dirais simplement confort du patient, en fait. Après, peut-être pas forcément l'évaluation, la douleur. On sait qu'on a toujours un petit peu de mal à évaluer la douleur, etc. Et moi, je partais souvent sur les patients déments ou qui verbalisent pas forcément, etc. Mais que du moins les choses se fassent de façon apaisée et que l'expérience du patient soit la meilleure possible, quoi. Là, du coup, si on choisit comme critère de jugement la douleur, justement, c'est très intéressant votre remarque. La question du confort, ça n'existe pas, les échelles de confort. Donc, en fait, on va aller chercher. En fait, c'est comme si on voulait mesurer la longueur d'une table. Eh ben, on va être obligé d'être en centimètres. Eh ben, non mais. Alors, là, là, pour le coup, je pense que là, la question du confort, ça a l'air flou. Et soit on veut aller vers la douleur, et du coup, il faut prendre une échelle validée, et y compris pour les personnes non communicantes, il y a des échelles validées. Il vaut mieux justement bien regarder avant pour pas se tromper, pas se donner du mal, et du coup pas sortir un papier parce qu'en fait c'est pas la bonne échelle reconnue. Et par contre, si on veut qualité de vie ou expérience patient, c'est autre chose. C'est pas, si on veut la perception du patient, là on va aller le mesurer autrement. Mais si on veut mesurer la douleur, il faut aller chercher une échelle qui correspond à la mesure de la douleur, je pense. Du patient ou de l'aidant en fonction du profil aussi. Mais dans ce cas-là, l'échelle de mesure, c'est pas la même. Alors, c'est vrai que souvent, on peut faire l'amalgame entre ces deux termes, douleur et confort. Non. Comment ? Justement, il oui, faut pas le faire. Oui, justement, mais je vais expliquer. Était mon propos, c'est-à-dire que souvent aux urgences, malheureusement, on sait que le soin, on va le faire quoi qu'il arrive. Le geste, il est invasif, plus ou moins invasif. Oui, ça peut, mais malheureusement, voilà, on va déshabiller papy, mamie, on va lui faire un électrocardiogramme et elle va créer. Donc, quand je parlais de confort, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le terme de dire confort, et je l'entends scientifiquement, et c'est pas forcément évaluable comme ça. C'est pour ça qu'on utilise un petit peu ce terme, mais de se dire que c'est l'expérience patient, quoi. Comme vous disiez que pour moi, voilà, si il respire plus tranquillement, si son cœur bat moins vite, et s'il crie moins, pour moi, c'est déjà une réussite, parce que je sais quoi qu'il arrive, sa prise de sang, je vais lui faire. J'ai pas d'autre choix que de le faire. Vous avez tout à fait raison. Mais néanmoins, y compris pour mesurer ces signaux-là, il existe des échelles validées, et du coup, il faut aller chercher les instruments qui sont validés pour mesurer ces améliorations cliniques que vous notez avec vos yeux, avec vos oreilles. Toutes ces perceptions, elles comptent, mais il y a des échelles qui permettent de les inscrire. Et en fait, quand on fait de la recherche sur un thème, il faut aller chercher les échelles qui sont validées pour mesurer ce qu'on cherche à mesurer. Mais j'entends très bien les signaux cliniques que vous soulignez. C'est un des points qu'on va aborder après. Non, mais c'est très bien. Enfin, tu anticipes et c'est très bien. Je suis désolée, je suis un peu sensible sur le sujet de la douleur. C'est aussi, voilà, là on confronte aussi son ressenti, son subjectif, de professionnel qu'on va essayer d'objectiver, et du coup on va aller voir, on va échanger entre pairs ce qu'on est finalement en train de faire. On va faire ça à l'échelle de son service, et on va aussi aller voir dans la littérature comment les équipes ont traité ce sujet, quelle population cible et quels outils de mesure ont été mobilisés. Donc en fait, est-ce que c'est un moment opportun ? Oui, il y a des évolutions techniques. Tout à l'heure, on parlait, on disait tout à l'heure, il y a les casques de réalité virtuelle, il y a des choses comme ça en fait qui sont des évolutions techniques, technologiques qui permettent en fait d'envisager de nouvelles approches. On a aussi le côté réglementaire, le fait que la prise en charge de la douleur, c'est une priorité de santé publique. Il y a eu un livre blanc en fait en mars 2022 concernant la prise en charge de la douleur post-bloc opératoire, après les blocs opératoires faits par l'ASFA. Donc il y a différents thèmes, et en fonction de l'idée que l'on a, il va falloir trouver en fait des éléments qui vont faire que c'est le moment. C'est un sujet d'actualité, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt aujourd'hui. Si aujourd'hui on
on se mettait à innover sur quelque chose sur la prise en charge du Covid, c'est un peu tard, par exemple. Voilà. Et je dirais que c'est opportun si c'est insatisfaisant aujourd'hui dans votre pratique, dans votre prise en charge des patients. Et du coup, ne serait-ce que ça, il faut continuer à explorer. Et on voulait aussi penser vraiment à l'environnement dans lequel vous vous inscrivez, le service, l'institution. Comment cette idée de recherche va être accompagnée, portée, soutenue. Donc c'est aussi de tout de suite d'emmener avec vous un collectif et de vraiment partir groupé, entre guillemets, pour donner une chance à cette idée. Alors, l'idée du problème éthique, on se le pose tout le temps, en fait. C'est tout au long du processus de recherche. Vous allez vous poser la question, en fait, il faut toujours se poser la question de savoir si c'est un intérêt propre au patient, et puis si on est dans une démarche plutôt éthique. Si on veut comparer les éléments sur la prise en charge de la douleur, on ne va pas dire à un patient on ne lui fera pas et on ne tiendra pas compte, même s'il a mal, en fait, de ne pas tenir compte de cette douleur, versus un autre, on va en tenir compte. On ne va pas pouvoir faire ce genre de choses. De la même manière, il va falloir que quand on pose cette question de notre objectif de recherche, quand on va se dire notre recherche, on l'oriente, on ne se dit pas j'ai déjà la réponse. Je sais la réponse que je veux et je veux montrer cette réponse. Parce que là, on n'est plus dans cette démarche de recherche, on est en train de vouloir prouver quelque chose, mais sans même en avoir eu la preuve. Donc il faut accepter que la réponse, elle puisse être positive ou négative, en fait, à notre question de recherche initiale. Il faut accepter que si on fait une prise en charge de la douleur avec l'introduction de l'hypnose, j'ai plus exactement le terme, c'était pas que hypnose, c'était communication hypnotique, accepter qu'en fait on ne puisse pas montrer par exemple de différence, ou qu'on puisse accepter que finalement ça ne montre pas d'intérêt. Il faut juste accepter que la réponse puisse être positive, négative ou neutre. Voilà, donc on ajuste la question de recherche en fonction de la recherche bibliographique. On va juste faire un petit point sur la revue de bibliographie, parce que tout le monde n'a pas les petits outils. En fait, si vous donnez quelques outils en fait, pour la recherche bibliographique, bon, vous connaissez PubMed, tout le monde connaît PubMed, mais vous avez d'autres moteurs de recherche qui sont LISA, donc plus sur des recherches paramédicales, en base, CINAHL. Bon, vous en avez d'autres, on ne va pas toutes vous les citer, mais il faut trouver vos moteurs de recherche. Et puis quand on recherche, par exemple dans PubMed, il va falloir utiliser des mots-clés. On fait des amalgames, on associe en fait certains mots-clés. Il faut être dans un mode avancé. Donc il faut savoir se servir d'un moteur de recherche. Et donc vous avez des outils qui vont vous aider. Alors déjà, il y a des tutoriels sur YouTube qui peuvent vous le montrer. Et puis après, vous avez en fait des outils comme Sysmef, eTop, en fait, où vous allez pouvoir retrouver des mots-clés que vous tapez en français et on vous les donne en anglais. Et vous allez pouvoir comparer si c'est le mot qui correspond le mieux dans votre recherche, et de pouvoir associer, par exemple, si on veut faire une évaluation, en anglais, on a evaluation, on a assessment, qui sont deux termes qui veulent dire évaluation, mais qui n'ont pas la même connotation derrière. Il y en a une qui est plus dans l'évaluation formative, assessment, qu'une évaluation concrète de comparaison de type recherche que l'on veut. Donc il y a des termes comme ça qui vont pouvoir avoir un sens qu'on peut nous entendre, mais qui n'a pas la même valeur en fait, et du coup vous ne trouverez pas forcément les bons articles derrière. Donc ça permet de guider votre recherche. Et puis quand on trouve des articles, il faut pouvoir les archiver, parce qu'il faut pouvoir y revenir à n'importe quel moment. Et je vous invite en fait avant de commencer à télécharger, moi je connais bien Zotero, en fait c'est gratuit, et vous pouvez en fait y stocker en fait l'article, et puis vous pourrez y revenir. Ça vous permettra en même temps d'aider à citer en fait certains passages, de pouvoir récupérer les éléments. Donc publication, il faut penser à autre chose que les publications. Vous avez des ouvrages de littérature, il y a les bouquins, la législation, les recommandations de sociétés savantes. Enfin voilà, il faut avoir un esprit assez ouvert pour ne pas s'arrêter à que quelques articles. Et puis on ne travaille pas seul, ça vous l'avez entendu ce matin. C'est de la recherche avant tout un travail d'équipe. Donc il faut vous utiliser les outils autour de vous pour donc construire cette idée. Vous retournez vers les documentalistes de l'université ou de l'hôpital.
des gens qui sont experts un peu aussi dans le domaine, dans la question, la prise en charge de la douleur, il y a des services spécifiques, donc là on peut s'intéresser. Et puis ce matin était déjà abordé un élément aussi qu'on reprend et qui est un élément important, c'est de pouvoir, quand on a un article scientifique, de pouvoir juger de sa pertinence, juger de la qualité de cet article. Il y a un acronyme en fait, PICO, en fait, qui permet, en fait, ça vous permet de faire le point, de décortiquer un peu l'article et de pouvoir vous donner une idée sur la qualité de cet article, de cette publication. Donc voilà, ça c'est un petit point, mais c'est un autre atelier, c'est pas le nôtre. Mais ça permet vraiment finalement de resserrer son idée et voilà, finalement si l'hypnose conversationnelle additionnée au casque de réalité virtuelle, ça a été beaucoup traité dans la littérature, c'est comment, voilà, est-ce que c'est bien, moi je vais adopter un autre angle d'attaque, est-ce qu'on est bien sur la même population, le même environnement, donc c'est un peu voir, voilà, quelle place cette recherche peut avoir dans l'existant. Et puis, voilà, donc on va remodeler son idée et revenir aussi, garder son ancrage aussi terrain, oui, vas-y, ne pas renoncer, voilà, c'est pas... On peut vraiment garder son idée, pas renoncer. C'est parfois, en fait, l'indicateur de jugement qu'on va changer, en fait. C'est juste ça. Des fois, ça marchera mieux sur, par exemple, peut-être que les patients ils dorment mieux après, j'en sais rien. Enfin, en fait, on va changer l'évaluation, enfin, le point d'évaluation principal, mais alors justement, c'est l'objectif principal. C'est vraiment ça. Et puis, les études qui ont été publiées, quelle est en termes de qualité méthodologique, en termes d'échantillons de patients. On est peut-être dans un contexte qui peut être un contexte anglo-saxon. Est-ce que dans notre système de santé, c'est applicable ou pas? C'est intéressant aussi d'avoir, du point de vue national, comment on aborde le sujet. Donc, ne pas se censurer non plus. Alors, du coup, sur notre idée de départ, on part sur l'intégration de l'hypnose conversationnelle. Je vais y arriver. Hein. Donc, sur l'hypnose conversationnelle, donc l'intégration de l'hypnose conversationnelle dans la prise en charge de la douleur. Maintenant, quel est l'objectif que l'on veut atteindre? Quel serait l'objectif que vous souhaiteriez atteindre, oui. Une baisse de la douleur? Évaluer, en tout cas. Oui. D'accord, donc on souhaite diminuer la douleur. Voir si ça participe à la diminution de la douleur. Et puis un retentissement clinique et paraclinique associé pour que ce soit réellement effectif. D'accord. Ben justement, du coup, on va pouvoir développer l'objectif principal. Justement, est-ce qu'il y a d'autres propositions, un autre angle d'attaque par rapport à cet objectif que vous pourriez formuler? Vu l'objectif, ça veut dire que la douleur qui n'a pas de retentissement clinique, paraclinique n'est pas traitée? Alors, justement, c'est une question qu'on va pouvoir développer donc, avec l'objectif et les critères de jugement, le critère de jugement principal. C'est, par exemple, l'objectif, ça va être évaluer, vous parliez de la diminution de la douleur, c'est ça? Ok. Ouais, diminution de la douleur et également diminution de ce fait de tous les paramètres qui vont avec. Donc, alors, la diminution de la douleur, on va pouvoir l'évaluer de quelle manière? Comment, en fait, on va pouvoir évaluer cette diminution de la douleur? Oui. Alors, une échelle. Mais c'est quoi diminuer la douleur? C'est quand je passe de 10 à 8 ou c'est quand je passe à une douleur inférieure à 5? Ça, c'est diminuer la douleur? Ça, justement, c'est à discuter. La diminution, à partir de quand la diminution est significative, à partir de quand on considère que la douleur a vraiment diminué. D'accord. Est-ce que c'est une baisse de 3 points? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on choisit? Il y a la douleur aussi à baseline. Enfin, quel est le niveau de douleur à baseline? De base? Oui. Non, là-haut. C'est là-haut. Alors,
Bonjour à tous. En fait, moi, je suis manipulatrice en radiothérapie. Donc, Ouais. la douleur, la radiothérapie antalgique, on connaît. Et du coup, les positions qui provoquent donc des fortes douleurs, on en voit tous les jours. Mais moi, en fait, j'essaye de me projeter parce que je vois que c'est vraiment très soin, très infirmier. C'est très bien, hein, j'apprends beaucoup de choses. Mais ce que je voulais voir, par rapport à l'étude qu'on voudrait voir tous ensemble, quand vous dites au moment d'entrer dans le service, c'est vrai que vous, c'est entrée-sortie. Mais moi, je vois parcours de soins. Donc, il arrive, il a une douleur, vous souhaitez l'évaluer. Donc là, vous souhaitez l'évaluer. Mais sur quelle période? C'est l'échéance, on veut savoir si elle a diminué, mais à combien d'échéances? L'échéance, à quand on veut l'évaluer? Oui, j'ai bien compris que c'était les urgences. Donc là, s'il faut l'évaluer, nous, ça serait plutôt évaluer la qualité de vie, parce que vous disiez tout à l'heure, la dame là-bas, pour certains critères qui vont avec. Mais moi, j'entends qualité de vie. Est-ce qu'on pourrait mesurer aussi la qualité de vie? Il y a beaucoup, maintenant, aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur la qualité de vie. Donc, et donc, peut-être que ce sont ces critères-là dont elle parlait. Et du coup, est-ce que ce sont des patients du coup, que vous revoyez de façon cyclique, entre guillemets, périodique? Alors, nous, on les voit quand c'est des traitements à visée antalgique. Ça peut arriver qu'on ait une seule séance, donc on les voit une seule fois. Mais pour beaucoup, c'est sur 10 séances. Donc, on les voit sur 2 semaines, voire une semaine. Et on voit l'évolution. Donc, nous, on évalue vraiment la douleur tous les jours et on voit si ça a été efficace et surtout s'il est soulagé. Et on le voit surtout, un des critères, c'est la diminution de la prise d'antalgique, qui pourrait être un des critères de jugement peut-être secondaire. Donc oui, enfin là, c'est dans quelle temporalité on se... Dans quelle temporalité? Il faut déjà définir la temporalité. Exactement, on situe, ouais. C'est vrai que vous aviez dit au niveau des urgences, mais souvent... Après ça peut être sur les 12 premières heures, ça peut être... voilà, c'est ça, ça peut être sur... Et voilà. Enfin, j'entends les interfaces dans le parcours du patient. Enfin oui, c'est pas forcément à l'entrée et à la sortie. Point. Enfin ouais. Voilà. Parce que la bon, succession. Donc il est venu aux urgences, on lui a soulagé sa douleur, donc il repart. Comment voilà. Donc c'est quelle temporalité alors dans ces cas-là? Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi s'imaginer, par exemple, en post-hospitalisation après, comme l'expliquait tout à l'heure la collègue qui, elle, est passée de l'autre côté on peut dire que c'était peut-être un événement traumatique, évaluer à la sortie de l'hospitalisation si le séjour a été... il y a eu des retentissements, est-ce que ça a été traumatique ou pas? Est-ce que... la qualité du séjour. La qualité du séjour, c'est-à-dire que comment c'est pris en charge à l'entrée, vu qu'on est sur de l'entrée. Et en fonction de comment on prend en charge la douleur à l'entrée, le ressenti, le vécu a posteriori à la sortie. Donc ce serait évaluer, explorer le vécu du patient après son séjour hospitalier, c'est ça? Donc là, on est beaucoup plus large, on est beaucoup plus ouvert. D'accord. On est au-delà de la prise en charge de la douleur. Et sur quelle population? Peut-être qu'il faut qu'on revienne aussi... En fait, je pense que c'est des choses qui peuvent être évaluées en parallèle. C'est ce qu'on appelle les critères de jugement secondaire. On va en parler un petit peu. Il faut se cibler, il faut trouver un objectif principal. Donc là, on parlait de diminution de la douleur. L'objectif de l'étude, c'est on introduit l'hypnose conversationnelle. On introduit l'hypnose conversationnelle dans notre prise en charge, quelque chose qu'on ne faisait pas habituellement. Et en fait, on veut évaluer le retentissement sur la douleur. Donc ça, c'est évaluer la prise en charge de la douleur en introduisant. Ça va être notre objectif. Dans les critères de jugement principal... En temporalité, sur combien de... Oui, un délai assez serré, entre guillemets, là, du coup. Oui, alors du coup, c'est dans le critère de jugement principal. On parlait de diminution, des diminutions de la douleur. Il faut qu'on puisse définir si c'est sur une EVA, une EVN, si c'est sur la qualité, de quelle manière on considère qu'on diminue cette douleur et sur combien de temps. Donc on est sur les caractéristiques qui sont du critère de jugement principal, donc c'est-à-dire que on va, pour des raisons plus pragmatiques pour l'atelier, ne pas fixer un critère de jugement principal qui pourrait être du qualitatif, c'est-à-dire le confort de vie, l'appréciation globale du patient.
Ça, c'est du qualitatif. On va plutôt sur du quantitatif, c'est-à-dire soit c'est plus facile de prendre une échelle, par exemple sur le VN. Maintenant, à nous de définir, par exemple, si c'est une baisse de 2 points, 3 points, ou est-ce qu'en fait, on considère que si le patient estime que sa douleur est inférieure à 5, on a validé ce critère de jugement. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit? Oui. Composite, c'est ça? Il peut y avoir un objectif avec une échelle principale qui serait par exemple le VA qui est validé et qui est connu et reconnu, et après avec des évaluations secondaires, sachant que ce sont des patients qui, a priori, si on part sur des annexectomies en urgence ou autre, on peut très bien se dire que, sachant qu'ils sont perfusés aux urgences, on peut faire un bilan sanguin avec notamment un dosage de catécholamine et donc d'hormones de stress, et d'effectuer le même dosage lorsqu'ils seront endormis au bloc pour voir s'il y a un avant-après qui peut être quantifiable et voir s'il y a un impact au niveau biologique et faire le lien avec un aspect physiologique où on aura posé la question verbale aux patients avant et après. Oui. Et en termes de temporalité, on reste sur l'arrivée aux urgences et une fois qu'il dort au bloc opératoire. Et pourquoi pas suivre les patients par la suite pour voir s'ils ont bien vécu leur séjour. Donc en fait, on va prendre un critère de jugement principal, donc le VA, qui est quelque chose de quantifiable, qui va utiliser des paramètres qui sont reconnus, validés. On n'a que celui-ci. Alors il pourrait être composite, c'est-à-dire qu'on pourrait associer plusieurs caractéristiques. On pourrait dire le VA plus la diminution du dosage des hormones de stress, non voilà. Ça pourrait être un élément associé, en fait. Là, on peut prendre, par exemple, la diminution de l'EVA, un temps de mesure qui est en fait à la prise en charge donc, du patient à son arrivée, et puis la séance d'une hypnose conversationnelle, ça dure combien de temps? Quelqu'un sait? Non? C'est durant tout le soin, c'est ça? D'accord. Le comportement de l'ensemble de l'équipe dans le bloc, c'est une prise en charge d'équipe. D'accord. Où on ne dit pas certains mots, on va utiliser une conversation, enfin des mots positifs, un langage bienveillant, on va essayer de ne pas faire de bruit en préparant le matériel côté chirurgical, on va essayer de faire participer le patient aux soins. Pas utiliser des mots. Et ça s'arrête au moment où il dort. Et ça s'arrête au moment où il dort. Et en fait, le bénéfice en faisant ça, j'étais en train de me dire que finalement, dans tout ce qu'on est en train de dire, moi, je me dis cette idée est peu viable, puisque on sait parfaitement, c'est vrai, que quand on utilise une communication hypnotique, on va améliorer le vécu du patient. C'est vrai que c'est sorti dans plusieurs études, et qu'on va diminuer la quantité de médicaments qu'on va pouvoir donner après en anesthésie. Quand on ne fait pas ça, finalement, moi, la question que je me pose, c'est quel est l'impact pour le patient de ne pas le faire? Et la pratique courante, c'est en général de ne pas le faire, de ne pas avoir de communication bienveillante auprès du patient. Voilà, je me demande quel est l'impact. C'est pour ça que j'avais du mal à formuler l'idée, mais en fait, on en a parlé là 24 heures avant de se voir. On a commencé à réfléchir à ça. Et c'est vrai, il y a déjà des textes, on sait que c'est utile. Maintenant, comment dire, le fait d'adapter légèrement, parce qu'on ne peut pas former tout le monde à l'hypnose. Donc, c'est quels sont est-ce qu'on pourrait obtenir une amélioration du vécu du patient? Alors, est-ce que c'est mesurable par une échelle de stress, par une échelle de la douleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait obtenir une amélioration en modifiant légèrement le vocabulaire est-ce qu'on s'en sert bien, en fait, des soignants au bloc opératoire, voilà. Du coup, ça serait une intervention, entre guillemets, minimale, non? C'est ça? Oui, minimale. C'est-à-dire light, je ne sais pas comment dire, voilà. Mais... qui pourrait, du coup, ça serait dans l'objectif, ça serait plus facile à implanter pour l'ensemble des équipes, c'est ça? Oui. Oui. On pourrait plus facilement. C'est-à-dire dans la vie courante, c'est pas utilisé.
et ceux qui savent l'utiliser sont trop peu nombreux pour que ce soit efficace. Voilà. Donc du coup, en fait, il faudrait à quel seuil, en fait, et savoir est-ce qu'on s'en sert bien. En fait, peut-être qu'il y a des échelles, enfin des éléments qui vont faire qu'on peut bien se servir, parce qu'on peut très bien être formé et pas bien s'en servir dans le service, mais il y a peut-être des éléments. Est-ce qu'on s'en sert bien? Quelles répercussions il y a en fait à... Donc on standardiserait entre guillemets une intervention. Ouais. Je sais pas comment la qualifier. Si c'est possible. Je me permets juste une petite intervention. Je pense qu'on va avoir du mal parce que c'est toute la difficulté justement des études sur les interventions non médicamenteuses. Je viens de finir un master sur le sujet et il n'y a pas vraiment de technique spécifique pour faire justement ces études-là. Et on se retrouve à patauger comme ça, à changer de sujet. Comment on fait pour faire un protocole? Parce que c'est pas possible. On peut pas faire, comme vous le disiez tout à l'heure, pour une raison d'éthique. Toi, t'en auras pas, toi, t'en auras. Voilà, on est dans de la recherche qui est très compliquée à... Et mais par contre, c'est quelque chose d'associé. On ne peut pas montrer le bénéfice des techniques non médicamenteuses à elles seules ou les comparer par rapport à une autre technique médicamenteuse parce que ce qui s'adresse à l'un n'est pas valable à l'autre patient. Mais par contre, on sait que le fait de les introduire améliore la prise en charge. Maintenant, est-ce que dans notre service, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Est-ce qu'on l'introduit de manière convenable? Est-ce que telle technique peut être bénéfique pour le patient? Donc, on peut rester sur une idée comme ça et améliorer notre prise en charge de la douleur avec une technique non médicamenteuse. Mais c'est sûr qu'à elle seule, la technique non médicamenteuse ne montrera pas, en fait, on ne pourra pas la comparer par rapport à autre chose, avec ou sans. Parce que de toute façon, on en fait tout le temps. Ce qui se fait beaucoup, c'est comparer avec une autre technique non médicamenteuse. Il y avait, je crois, la collègue voulait faire trois bras, un musique, un distraction. Mais on peut faire, par exemple, regarder une vidéo distractive, comparée à une intervention hypnotique, comparée à réalité virtuelle, par exemple. Mais c'est jamais à l'aveugle, puisque ça se voit trop qu'on fait quelque chose. Donc après, en fait, du coup, ça, si on prend par exemple plusieurs bras, en fait, on va devoir inclure un plus grand nombre de patients dans chaque groupe de patients. Donc c'est pour ça que le critère de jugement principal, c'est ce qu'on a noté, c'est que ça permet aussi de définir en fait le nombre de sujets. On va avoir en fait les éléments de comparaison. Qu'est-ce qu'on veut comparer? On veut comparer plusieurs techniques. Donc si on introduit plusieurs techniques, et puis la variabilité, c'est-à-dire que si on s'attend à une variation de la douleur, je dirais de 0,5 points, je prends un exemple. Mais en fait, il va nous falloir beaucoup plus de patients que si on estime que notre critère de jugement, c'est de diminuer de 5 points en fait, la douleur. Parce qu'on attend quelque chose d'énorme. Et donc, on montrera oui ou non le bénéfice. Mais en gros, c'est de quelle manière on peut attendre la différence entre notre intervention, quelle qu'elle soit, et le fait du soin courant. Ouais, enfin, c'est ce qu'on appelle la taille de l'effet attendu, escompté. Et ça, on va s'appuyer aussi sur la littérature, que précédemment des équipes ont pu démontrer, enfin voilà, sur quoi on se base, ou alors on a fait une étude pilote et on a déjà des premières données qui nous orientent vers une taille d'effet attendue. Mais voilà, et je voulais rebondir aussi sur l'idée, si on a besoin d'un nombre de sujets conséquents, et là on reboucle avec ce matin, c'est déjà commencer à constituer un réseau, de se dire avec quels autres services, quelles autres équipes on pourrait concevoir, travailler cette idée, ne pas attendre finalement que le protocole soit bouclé pour aller chercher des centres, solliciter des centres participants. C'est vraiment aussi travailler collectif dès la construction de l'idée du protocole. Je pense là, je pense qu'on a abordé la complexité de trouver un critère de jugement qui soit pertinent, aussi est-ce que c'est faisable sur le plan... Là, on est sur l'évaluation de la douleur via une EVA, mais là, on ne se pose pas trop de questions. Mais est-ce que d'autres critères d'évaluation pourraient poser un problème sur le plan pratique, opérationnel? Vous parliez du critère biologique. En fait, ça ne pose pas de problème de biais. En fait, dans le critère biologique, on va le mesurer indépendamment. Et en fait, dans les autres critères
de jugement. Il faut faire attention aux biais qui peuvent influencer, que ce soit le soignant lui-même dans sa prise en charge, que ce soit le patient. Le fait de savoir d'être inclus dans une étude va parfois modifier les comportements et inclure en fait des biais dans le recueil. Et puis, on parlait tout à l'heure de la méthode de mesure, mais est-ce qu'elle est bien appropriée? Est-ce que c'est bien le questionnaire, l'échelle adaptée Donc on avait donc les objectifs secondaires tout à l'heure. Vous parliez du confort ou de la qualité de vie en fait du patient, de le suivre à plusieurs jours ou à des délais plus longs en fait, comme en radiothérapie en fait sur la prise en charge de la douleur. Ça peut être par exemple un effet après chaque séance. Le critère de jugement principal et en fait en critère de jugement secondaire voir la qualité de vie du patient à son retour, son degré d'autonomie par exemple. Voilà, ce sont des éléments en fait qu'on va plutôt intégrer dans des critères de jugement secondaire puisqu'en fait on va recueillir les informations, ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde et on va pas en fait l'idée c'est pas ça ne devient pas l'idée principale. Faut pas, le critère de jugement secondaire et les objectifs secondaires, notre ligne de conduite reste initiale. Mais c'est ce qui va entourer notre objectif principal. C'est ce qui va en fait pouvoir montrer le cadre et le contexte dans lequel on est et donner des nouvelles pistes parfois sur d'autres projets de recherche. C'est-à-dire qu'on se dit, si on peut explorer cette partie-là en même temps qu'on fasse notre projet de recherche, bah, ça nous donnera une idée ou une porte à ouvrir en fait pour un autre projet de recherche. Juste, je vais faire le lien avec le collègue qui disait tout à l'heure, qui parlait des personnes âgées démentes. Donc imaginons que là, on fait cette étude sur les fameuses personnes âgées démentes qui sont compliquées pour tous les services d'urgence, sur la douleur. En critères secondaires, on pourrait avoir la diminution de l'échelle de Cohen-Mansfield, par exemple, qui est une échelle d'agitation. Or, on sait dans la littérature que quand ils sont plus en capacité de verbaliser, on va avoir une augmentation de l'agitation. Donc la douleur peut aussi avoir un impact sur l'agitation. Ça pourrait être une des choses qu'on pourrait essayer de regarder en effet secondaire, par exemple. Ouais. Et puis on pourrait, en objectif secondaire, c'est explorer finalement la perception aussi des professionnels de santé, des aidants, des accompagnants, pour aussi donner un peu autour de finalement notre fil conducteur, notre ossature, objectif principal, critère principal, mais comment on peut regarder... Ça nous permettrait d'avoir un impact autour aussi. La qualité de vie dans un second temps, mais la qualité de vie autant de la personne que du service, parce que l'échelle de Cohen, elle est facile à utiliser pour les équipes. Et c'est littéralement, est-ce qu'il frappe, est-ce qu'il jette des objets, est-ce qu'il mord, est-ce qu'il met des coups de canne, est-ce qu'il insulte. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique à utiliser et ça peut être intéressant comme objectif secondaire. Mais voilà, après, c'est dans le cas où on utiliserait pour cette population-là. Alors, justement, la population, en fait, il faut à un moment de temps définir notre population. Donc, dans un service d'urgence, tout à l'heure, vous preniez votre exemple, vous allez vous intéresser aux personnes démentes. À quel niveau de démence, en fait, on prend en compte? Ça, il faut pouvoir déterminer précisément à quel type de population. Est-ce qu'en fait, c'est quelqu'un, dès qu'il est étiqueté Alzheimer, mais en fait, parce qu'il a des trous de mémoire occasionnels, mais qui est encore capable de s'exprimer, oui ou pas. Du coup, voilà, c'est savoir vraiment à quel niveau on va fixer. Est-ce qu'il y a des âges en fait, qui vont être concernés sur la prise en charge, sur notre prise en charge? Est-ce qu'on a des critères qui vont faire que ces patients-là, on ne va pas les inclure? Tout à l'heure, on parlait d'utiliser le VA et du coup, par exemple, sur les patients déments, on va pas pouvoir l'utiliser. Du coup, à ce moment-là, en fait, ça sera des patients qui seront non inclus. On sait qu'on ne va pas les inclure dans cette population. Donc, il y a des critères qui vont faire que tous ces patients-là vont rentrer dans notre étude. Ça, c'est critères d'inclusion. Mais parmi eux, il y a peut-être des gens, en fait, si on dit, par exemple, tous les adultes qui viennent au service d'urgence pour une douleur traumatique sont inclus, sauf, par exemple, les personnes démentes, puisqu'en fait, on ne pourra pas faire le VA. Et puis, par contre, on peut avoir également des critères d'exclusion qui sont, par exemple, on parlait tout à l'heure, donc on parle du service d'urgence et de la prise en charge de la douleur. Si votre patient tombe dans le coma, en fait, ou s'il nécessite de passer au déchocage, en fait, ce patient-là, il va être exclu. C'est donc un patient qui, au départ, est rentré dans notre étude, mais dont on ne peut pas faire l'évaluation de la douleur, on ne peut pas continuer notre prise en charge, il ne peut pas rester dans notre protocole. Donc ce patient sera sorti d'étude parce qu'en fait, son état s'est aggravé et donc ce patient ne rentre pas dans le process. C'est par exemple... Comment ? Alors si les sourds, ça va être un critère de non-inclusion. Ça sera un critère de non-inclusion. Par exemple, il y a
des études sur lesquelles en fait on va estimer qu'on peut rentrer certains patients, et puis on n'inclut pas les femmes enceintes. Mais en fait, au final, dans l'étude, il est rentré par exemple une jeune femme en âge de procréer, et au cours de son hospitalisation, on s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle ne le savait pas avant de rentrer dans l'étude. Et ben, par exemple, ça va être un critère d'exclusion. On voulait vous sensibiliser sur quand vous caractérisez votre population cible, vous allez sélectionner, voire hyper sélectionner votre population. Et donc ça, c'est aussi les risques, c'est comment vous allez pouvoir après transposer en vie réelle les résultats de votre recherche. Et puis on voulait vous sensibiliser aussi au fait d'écarter spontanément des fois certains profils de patients, parfois par facilité entre guillemets, parce que voilà, ça demande des mesures supplémentaires. Enfin, je pense aux personnes qui sont qui font l'objet d'une mesure de protection. D'emblée, vous regardez les études, critères de non-inclusion, on va les retrouver ici. Est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que, enfin voilà, il faut toujours s'interroger. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est faire en sorte, l'idée c'est est-ce que ces patients pourraient bénéficier de cette étude, même si ça engendre voilà, des démarches supplémentaires sur le plan réglementaire. Donc vraiment, toujours réinterroger et ne pas par facilité déjà de les consigner entre guillemets dans la case non inclus. Sur la question du choix expérimental, finalement, comment vous allez répondre à la question posée, comment vous allez pouvoir mesurer l'atteinte de votre objectif principal. Donc là, voilà, comment on pourrait proposer un schéma d'étude pour répondre à notre objectif principal. Qu'est-ce que vous verriez comme plan expérimental pour initier l'étude ? Donc là, puisqu'on est dans l'introduction d'une technique non médicamenteuse, on introduit donc une nouvelle pratique, donc on est forcément sur du prospectif. Si par contre, ça aurait été une autre étude en disant on veut juste s'intéresser à savoir si les patients ont une évaluation de la douleur, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à la personne qui disait les patients qui arrivent au bloc opératoire qui ont mal, et en gros la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'ils ont une évaluation de la douleur, est-ce qu'elle est tracée dans le dossier? Ça peut faire l'objet d'une étude. Mais en soi, on est sur du rétrospectif, on va chercher en arrière si en fait les données ont été saisies et quelles sont les données dedans. Donc ça, c'est des exemples. L'observation. Donc là, en fait, on est sur une étude interventionnelle puisqu'on introduit en fait une nouvelle pratique. On peut être dans une étude prospective, c'est-à-dire on enregistre à partir d'aujourd'hui tous les patients qui rentrent et on évalue leur prise en charge de la douleur à partir de la semaine prochaine pendant un mois. Là, on est sur une étude observationnelle mais prospective. Les études qualitatives, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça prend vraiment l'environnement plutôt le patient dans sa globalité. On ne s'intéresse pas que à la douleur, mais le confort, la qualité de vie. Et donc là, ça restreint en fait le nombre de patients. On va être obligé de garder qu'un minimum de patients. Et généralement, ça va passer par des entretiens. En fait, l'idée, c'est de mieux comprendre dans les études qualitatives l'aspect sociologique. Voilà, on prend un ensemble, tout l'environnement du patient pour pouvoir essayer de comprendre un phénomène. On est beaucoup maintenant sur des études mixtes. C'est-à-dire que du coup, il y a du quantitatif. On mesure la douleur avec une VN et on va aussi prendre en compte en fait, sa qualité de vie, son confort et s'intéresser à d'autres paramètres qui sont du qualitatif. Voilà. Les études bibliographiques, on n'est plus sur... on va rechercher ce qui se fait dans la littérature et on va faire par exemple des méta-analyses. Alors ça, c'est des techniques particulières. Ce qu'on veut montrer, c'est que le choix expérimental, il y en a plein. Il y a plein de possibilités. Là, on est sur deux bras comparaison. Donc on était tout à l'heure avec introduire en fait l'hypnose conversationnelle sans rater. Ou pas. Mais vous avez abordé aussi le fait de pouvoir intégrer le toucher ou la musicothérapie, ou l'introduction de la musique en fait dans la démarche. Ça pourrait être en fait des bras différents en fait, à associer plusieurs bras et donc à la fin comparer en fait ce qui s'intègre le mieux dans notre service, dans notre circonstance d'utilisation, parce que ce qui est valable chez nous n'est pas forcément valable ailleurs. Donc, dans un service d'urgence lambda et un autre, ça va être différent parce qu'ils n'auront pas la même structure, le même accompagnement, peut-être même pas la même population. Et inversement, en fait, on
un service d'urgence et le bloc opératoire ou la réanimation, on n'aura pas les mêmes effets. Donc, du coup, on pourra comparer et refaire ce même genre d'études sur différents services. Le schéma expérimental, ça vous parle, c'est bon? Comment vous voyez les choses là concrètement? Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer sur l'étude? Est-ce qu'on randomise ou pas? Est-ce qu'on attribue de façon aléatoire cette intervention non médicamenteuse ou Bon, dans la population de l'étude, en fait, dans le schéma que vous avez en bas. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un parcours standard? Comme ça, on pourrait comparer un parcours standard avec un parcours et randomisé dans ce sens? En parcours standard, vous entendez là, par une prise en charge standard habituelle, habituelle, ouais. ce qui aurait été fait habituellement, ouais. Puis la mise en place de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent comme prise en charge un peu particulière, adaptée selon le patient. Et ça veut dire dans le temps, c'est-à-dire que finalement, une équipe, en pré-implantation de l'intervention, va recueillir des données sur les patients, une cohorte de patients, et puis va former l'équipe va être formée, va implanter l'intervention et va suivre une autre cohorte de patients. C'est dans le temps, vous voyez les choses, ou parallèlement Eh bien non, vraiment de façon quasiment comme... voilà, c'est ça, exactement. On n'a pas entendu. C'est en même temps. En parallèle. Du avant-après. Voilà. Du avant-après. Donc avant, en fait, on ne le faisait pas. Donc on mesure et on relève les paramètres de notre pratique habituelle dans le cadre de notre étude. Longitudinal. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, dans un second temps, on introduit en fait l'hypnose conversationnelle ou une autre technique. Et en fait, on va ensuite mesurer l'efficacité les évaluer pour ces patients. Et puis ensuite les mettre les confronter. Ok, ça c'est une possibilité. Ok. Mais comment on s'assure? Est-ce qu'on a deux populations qui sont comparables ou pas? Oui, c'est ça. Mais voilà, dans le. Ouais, alors, malgré les critères d'inclusion, en fait, le avant-après pose certains problèmes, qu'il faut prendre en compte. C'est des biais que ça prend en compte. Par exemple, si vous faites sur une étude sur 3 mois ou 4 mois, allez, on fait 4 mois, on fait de janvier à avril, vous n'aurez pas la même population en janvier et avril aux urgences que d'avril à l'été. Vous aurez de la traumato, vous aurez des brûlures, vous aurez en fait plein de choses qu'on fait, on aura en fait dans la partie estivale, et alors que la partie en fait hivernale, on aura d'autres pathologies. Donc, on n'aura pas forcément la même population, pas même les mêmes motifs d'entrée. Donc il y a un effet périodique qu'il faut prendre. Alors il faut prendre en compte, justement. C'est des biais qu'on ne peut pas supprimer. On ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Par contre, il faut juste en tenir compte dans notre population et pouvoir en fait retrouver une population comparable. Donc si on peut faire en parallèle les deux groupes, c'est bien. C'est parfois difficile. On ne peut pas être à la fois certains faire de l'hypnose conversationnelle et d'autres pas. Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Ça dépend de l'organisation du service. Mais si les gens n'étaient pas du tout formés, comment en faire en même temps que ne pas en faire? C'est compliqué, surtout si tout le monde participe. Donc oui, donc l'avant-après, ça pose des... Il faut juste comprendre en fait les biais qui nous sont intégrés. Oui. Est-ce que c'est pas un biais en lui-même que de comparer à rien? Que de comparer à rien. Oui, est-ce que c'est pas un biais de justement comparer quelque chose à rien? Alors, parce que là, dans ce cas-là, il faut juste déjà décrire ce qu'est ce rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on fait quand même des choses en pratique courante pour la prise en charge de ces patients. Donc il faut peut-être déjà essayer de décrire ce qu'on fait. Oui, forcément, on ne fait pas rien, mais en tout cas, là, c'est que dans le groupe expérimental, va y avoir quelque chose qui se rajoute. Oui. Et forcément, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un biais dans le sens où on rajoute quelque chose, donc forcément, il y aura un effet. Alors, dans le cadre des grands essais thérapeutiques médicaux, notamment, on fait la comparaison généralement avec un placebo. Oui. Mais sur la technique non médicamenteuse, on ne peut pas le mettre par rapport à un placebo. C'est difficile. Par contre, il y a un effet étude. Ouais, on ne peut pas toujours, mais des fois, on arrive à trouver un placebo d'une intervention non médicamenteuse. On peut rarement le faire, mais c'est possible quand même. Mais ce qu'on disait, c'était peut-être prendre plusieurs approches
qu'on pourrait évaluer, attribuer une approche de façon aléatoire, différentes approches non médicamenteuses qu'on pourrait comparer. Si, pour vous, ce n'est pas acceptable, c'est ça dans le sens, qu'est-ce que j'entends Éthique. Qu'il y ait 2 bras, d'accord, mais du coup, on comparait plutôt le bras avec l'hypnose conversationnelle avec justement la musicothérapie. Une autre approche, ok. D'accord. Ce qui paraît. Alors, si les deux événements sont bénéfiques et s'équivalent, on les comparera à quoi, en fait? On pourra comparer que l'effet de l'un par rapport à l'effet de l'autre. Il faut savoir aussi que à partir du moment où le patient, le fait juste de rentrer dans l'étude, il y a ce qu'on appelle un effet étude. Les patients, il est montré en fait qu'un patient qui rentre dans une étude est généralement mieux pris en charge que n'importe quel autre patient. Donc en fait, rien que le fait de rentrer dans l'étude, de dire je ne fais rien, mais le fait de dire il est rentré dans l'étude, il est déjà mieux pris en charge. On est plus attentionné, on recueille des données qu'on ne recueillait pas habituellement, donc on va s'en occuper. Et bien en fait, quand on dit rien, en fait, le patient est déjà mieux pris en charge. Et ça change aussi le comportement du soignant, le fait de dire je participe à une étude, tiens le patient je vais l'inclure, donc on a attentionné un peu plus au patient. Donc probablement que notre conduite habituelle, elle n'est pas si habituelle que ça. On a probablement aussi un changement de comportement et d'attitude. Parce que si on ne forme pas tous les personnels, mais la moitié du personnel, en termes de planification de l'équipe, c'est ingérable. C'est ingérable dans l'étude. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir si tel jour tel patient va arriver, il va y avoir les gens qu'il faut pour former ou pas, donc vous le mettez dans le bras ou pas. Enfin, c'est ingérable. Je pense que c'est... Oui, sur le plan opérationnel. En termes de faisabilité, c'est... Il y a un des premiers PHRI a été réalisé à Robert Debré sur hypnose en préopératoire, donc dans un hôpital pédiatrique. Et ils avaient exactement soulevé cette problématique. Ils ont donc formé l'intégralité de l'équipe. Donc voilà, c'est tout à fait une problématique. Mais comme quoi, la recherche peut avoir du bon, parce que ça a du coup permis d'obtenir une formation pour la totalité de l'équipe. Donc ça, c'est aussi, c'est quand même l'effet qui se coule de la recherche, qui est quand même plutôt très sympa, puisque on obtient un truc qu'on aurait peut-être eu du mal à obtenir en dehors de ça, quoi. Et comment s'assurer que c'est pas l'addition des deux qui fait que qui est un avantage? Comme on l'a dit, éthiquement, on ne peut pas se passer de l'antalgique et du traitement antalgique, et dire que c'est pas parce que c'est les antalgiques plus l'hypnose qui ont fait qu'il va mieux, et pas juste l'hypnose qui fait qu'il va mieux. Généralement, on n'arrivera pas dans une étude à montrer le bénéfice uniquement de l'hypnose conversationnelle. On montrera que l'association d'antalgie plus l'hypnose conversationnelle améliore la prise en charge de la douleur, diminue la quantité d'antalgie, accélère en fait la réaction, l'antalgie, mais on ne pourra jamais montrer le bénéfice seul. Est-ce que c'est éthique de dire il y en a un, il aura de l'antalgie, et l'autre, il aura que de l'hypnose conversationnelle? C'est voilà. pas ce qu'on cherche. Ouais. Donc ça passera pas éthiquement. La réflexion, déjà, on vous l'a mis au départ, il faut avoir cette réflexion éthique tout le temps, tout au long du processus, donc de l'idée à la construction de son protocole, et on va se dire, non, ça, on ne va pas pouvoir monter ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas montrer le bénéfice de telle chose. Et en plus, c'est que les médicaments ont montré leur efficacité. Donc un patient en fait, qui ne pourra pas, un CPP, un comité de protection des personnes, n'acceptera pas qu'on puisse faire prendre un risque au patient par rapport à ce qui est pris en charge standard. Donc soit il a la prise en charge standard, soit il a une prise en charge dans laquelle on espère améliorer la prise en charge, mais jamais on va diminuer cette qualité de prise en charge. On va passer... on avance ? Oui. Peut-être une réflexion peut-être sur le... Donc on a parlé du nombre de patients ou de participants à inclure, mais c'est aussi s'interroger sur la durée de l'étude. Et on est aussi sur des aspects de faisabilité, sur combien de temps on part, quel est notre fil actif de patients au sein de notre unité. Est-ce que le risque aussi, c'est plus la durée d'étude est longue et on risque peut-être aussi de s'essouffler. Donc vraiment il y a aussi envisagé, on est aussi dans le domaine de la recherche face à on est impacté par le turnover des professionnels de santé paramédicaux, et du coup, qui
si une étude dure 24 ou 36 mois, si on a l'investigateur qui part, si on a une équipe qui est en difficulté, comment le projet de recherche va pouvoir être porté dans le temps. Donc c'est aussi, il y a le potentiel d'inclusion, ce qui est faisable aussi sur le plan au niveau du terrain. Ouais, vous parliez tout à l'heure de former des gens à l'hypnose conversationnelle. Du coup, en fait, si on forme plein de gens, tous les personnels du service, et que l'étude dure longtemps et qu'au bout d'un an, en fait, tous ces personnels-là ont changé de service, du coup, ça veut dire qu'il faut réinvestir en fait, du temps dans la formation des gens, etc., pour maintenir cette étude. Donc, il faut associer entre quelle est notre capacité à effectuer cette étude. Donc, durée pas trop longue, il faut qu'elle soit acceptable, cette durée d'étude, et puis, en fait, par rapport au nombre de sujets. Si, en fait, ça nécessite trop de temps, on va sur du multicentrique. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver nos partenaires, des partenaires en fait, de centres investigateurs, d'autres services qui vont participer. Donc ça participe aussi à, limiter un effet centre, c'est-à-dire que la population va être plus diversifiée, elle sera plus représentatrice plus représentative de la population générale. Donc combien de centres on va avoir besoin? Donc le nombre de sujets qu'on a besoin pour cette étude, la durée de l'étude, impact également avec les partenaires et les centres investigateurs. Les partenaires, ça va être, tout à l'heure vous parliez de masques de réalité virtuelle, ça peut être des gens qui vont participer à fournir du matériel. Donc voilà, c'est pas que des équipes médicales. Vous allez avoir besoin en fait d'outils. Et tout ça, faut trouver les partenaires. Ce qui nous amène à une question qui sont de définir le budget. Le budget, la question se pose. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ouais, ok. Se pose finalement qu'est-ce qui va impacter, entre guillemets, dès la construction de l'idée, qu'est-ce qui va avoir un impact pour le budget? Est-ce que vous allez déjà avoir besoin d'une source de financement ou pas? Et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dans le budget en fonction de l'étude que vous allez commencer à monter? En fait, c'est juste pour savoir, on est dans l'idée, à arriver le protocole, c'est de savoir est-ce que c'est réalisable notre étude. Donc, qu'est-ce que financièrement vous pensez qu'il faut qu'on inclue dans le budget d'une étude? Oui. Non. Ah oui, non. Vous faites bien. Non, l'idée, c'est pas du tout ça. C'est vous sensibiliser à les éléments finalement de ce protocole, de cette étude en cours de construction qui vont avoir un impact sur le budget. Mais c'est juste d'en avoir connaissance et puis de devenir acteur aussi parce que vous allez peut-être être amené à négocier. Mais l'idée, c'est que vous vous rapprochez d'une structure, d'une personne ressource qui va vous calculer le budget, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que vous soyez acteur et pas on vous présente le budget. Et est-ce que le temps alloué pour le personnel paramédical, notamment, est-ce que le temps alloué est suffisant, selon vous? C'est avoir un peu ce regard critique sur le budget, sans pour autant avoir l'expertise pour calculer un budget d'une étude. Hein. J'entends. Si vous êtes acteur de ce projet de recherche, il y a quasiment que vous qui allez savoir, en fait, est-ce que je vais avoir besoin de matériel ou pas pour cette étude? Ce n'est pas, en fait, l'unité de recherche clinique qui va vous dire tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin de tant de temps par patient. C'est vous qui estimez que l'hypnose conversationnelle va nécessiter tant en plus de recherche, qu'il faut recueillir des données supplémentaires. Donc c'est qu'est-ce que vous allez mettre, vous, à quoi vous pensez quand on parle de budget, et pas de dire ça coûte tant, ça coûte tant, ça coûte tant. C'est pas la question. C'est qu'est-ce que vous pensez qu'on peut inclure dedans. Ouais. Donc, alors là, on est parti sur notre exemple de recherche sur la douleur. On va essayer de rester un petit peu sur notre exemple de prise en charge de la douleur, intégrer une technique non médicamenteuse. Voilà. Oui. Alors, je voulais juste compléter ce que vous disiez et répondre à la personne qui a fait la remarque. Donc, je suis chef de projet recherche clinique. Ah, génial. Voilà. Merci. Et je confirme, souvent quand je commence à aborder la question du budget avec les agents qui arrivent avec une idée, je leur fais peur. Parce qu'ils me disent « Oh, je ne sais pas ». Je fais « Non, dites-moi et je traduirai ». Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour recueillir les données. Je fais « Ah, du Tantec, ok. Donc, 0,4 ETP sur 24 mois. C'est moi qui m'occupe de traduire et de calculer combien ça fait. »
Mais si les agents ne me disent pas ce dont ils ont besoin en termes de ressources humaines, de matériel et même de dépenses générales, on n'y pense pas, mais par exemple des frais de mission, tout simplement, ou les frais, les formations, on en a parlé, les frais liés donc du coup aux frais de déplacement des patients, l'assurance, on n'y pense pas, mais à partir du moment où c'est une RIPH de type 1 ou 2, il y a des frais d'assurance. Enfin, voilà, tous ces points-là, ils sont à prendre en compte et je rassure, il y a... C'est la chef de projet qui connaît le sujet qui vous parle. Exactement, voilà. Vous ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera jamais de calculer, mais juste il faut que vous nous donniez les éléments pour que nous, on puisse faire les calculs derrière. Ouais, parce que c'est très compliqué quand on est dans son petit coin, savoir justement quelle force, qui allait solliciter, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même moi, là, aujourd'hui, je commence à avoir un peu de c'est très très difficile de savoir quelle ficelle tirer quand on est dans son petit service un peu innové avec des idées, mais finalement... Alors du coup, l'idée c'est justement de la construire une fois, quand vous aurez trouvé en fait, enfin ces gens, et ben vous aurez déjà en fait, avec cette trame, vous direz, non mais quand on arrive bord le sujet du budget, et ben en fait avec le topo, en fait vous direz, mais je sais de quoi on parle, je sais qu'on m'a demandé telle chose, qu'on va me demander telle chose. Oui. Là-bas. Oui, juste je complète aussi. Moi, c'est pareil, je suis côté recherche clinique, service support. Moi, je suis directrice adjointe d'une service de recherche clinique. Et effectivement, là, on attaque ce sujet-là au moment du budget. Mais sachez que voilà, l'IT, elle va germer, elle va venir de vous. Mais il faut vous rapprocher de votre service de recherche clinique, URC, DRCI, enfin, quelle qu'elle soit, de votre établissement, même beaucoup plus tôt, parce que vous avez aussi des personnes, les chefs de projet, les méthodologistes vont vous aider aussi à répondre à toutes les questions qui ont été abordées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas forcément au moment du budget juste que vous allez solliciter votre URC. Ça peut se faire beaucoup, bien en amont, et ils vont vous aider aussi à réfléchir. Pour l'instant, en vous challengeant. On pense au budget, on a l'idée. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais je suis d'accord. L'idée, c'est les interactions avec les chefs de projet, avec les méthodos, vont permettre justement de poser les questions que vous posez aujourd'hui, parce que vous avez cette expérience-là. Voilà, quand le soignant arrive avec son idée, c'est aussi à force de discussion que l'idée va germer petit à petit. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos structures de recherche clinique. Dès que possible. Ouais, je dirais le plus tôt possible. C'est vraiment ça l'idée. Hein. On déroule avec vous finalement ce fil, mais c'est vraiment, vous n'êtes pas seul et vous partez, vous vous entourez de personnes ressources en fonction, voilà, s'il y a une personne ressource sur la structure, ou alors vous cherchez de l'aide au sein du GIRSI ou au sein d'une autre structure. Mais vraiment, de partir collectivement, c'est aussi partir avec des gens qui vont vous accompagner sur la méthode, sur les aspects éthiques et réglementaires, sur le budget, etc. Donc à plusieurs, on est plus fort. Sinon, le risque, c'est que vous, comme on disait tout à l'heure, c'est de dépenser beaucoup d'énergie, de vous heurter à plein de difficultés et de voir cette idée finalement péricliter. Donc vraiment, je suis vraiment sur cette ligne-là. Ouais. Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis Boualaoui Karima, dosimétriste en fait en radiothérapie. Et vous avez parlé de quantifier la douleur tout à l'heure, mais en fait il faudrait quantifier les besoins en termes de ressources tout simplement humaines, mais aussi de temps, etc. Si on ne quantifie pas de base, on ne peut pas aller voir justement le chef de projet et lui dire tel budget, ou si on n'a pas quantifié en amont tout ça. Ça se construit. Hein. C'est par exemple par exemple, on a parlé tout à l'heure le nombre de patients, le nombre de sujets en fait qui vont participer à l'étude. On ne le définit pas tout seul. Hein. C'est pas vous qui allez dire. Je pense qu'avec 20 patients c'est bon. Enfin voilà. Non, en fait il y a tout le côté statistique, la méthodologie, tous ces éléments-là, tout l'accompagnement va vous aider en fait à définir ces éléments-là. Donc on en revient aux ressources. Les URC, l'ensemble des partenaires vont vous dire. Non, mais si vous avez besoin de tant de temps supplémentaire, ça demande 30 minutes à chaque fois par patient supplémentaire, ben, en gros, ça va coûter tant, il va falloir tant de personnes. Donc, eux vont pouvoir vous aider. Donc, on a défini qu'il fallait de la ressource humaine, parfois du matériel, on a parlé d'ordinateur, d'assurance. Bon, ça, on met de côté parce que c'est les spécialistes qui parlent d'assurance. Qu'est-ce que vous, techniquement, vous allez avoir besoin? Ouais. Ouais, donc des partenaires, ouais.
à d'écoles d'ingénieurs pour gérer les datas, en fait. Ouais. On vous a mis en fait un ensemble. Après, je pense que sur ce type de collaboration, l'envisager sur ça nous coûtera moins cher, etc. Peut-être que des fois c'est un premier contact et après c'est vraiment consolider le partenariat et envisager d'autres modalités pour pas qu'on reste dans ce mode-là aussi un peu artisanat, mais par expérience, voilà, qu'on s'installe pas dans ce mode-là, c'est parfois un levier, mais par la suite, voilà, consolider le partenariat. Pardon. Non, je l'écoute. Du coup, en fait, on va passer rapidement, mais on vous a mis en fait ici un ensemble d'éléments qu'il faut penser au budget. L'élément qui est souvent oublié, c'est la partie, les frais de diffusion des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle des frais de diffusion, c'est j'ai fait une étude, elle est finie, maintenant je veux la publier. Ouais, mais en fait, pour publier dans une revue, il faut payer. Ça, vous le saviez peut-être pas. Qu'ensuite, en fait, quand vous allez participer à un congrès pour présenter votre poster, des fois les accès au congrès sont payants, mais au moins il y a les frais de transport, d'hôtellerie, qui fait que en fait, vous n'allez pas tout payer de votre poche. C'est dans le cadre d'un projet professionnel, c'est pas non plus à vous de payer. Donc tout ça, il faut essayer de le prendre en compte, c'est-à-dire qu'une fois que l'étude est terminée, en fait, l'étude, elle va jusqu'à la diffusion des résultats. Donc il faut penser à de quelle manière je vais les diffuser, et d'envisager des frais de publication, des frais de traduction, on en a parlé un petit peu ce matin, en fait, c'est des choses qu'il faut penser, et alors qu'on pense généralement qu'au début de l'étude, c'est-à-dire toute la partie réalisation, mais on ne pense pas à la partie diffusion. Voilà, c'était juste un point. Et puis tous les frais qui sont liés à la prise en charge dans le cadre d'une étude qui s'ajoutent ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale du patient. Donc ne vous dites pas, en fait, ce soin-là, où on parlait d'analyse sanguine tout à l'heure supplémentaire, l'analyse elle-même, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale parce que ce n'est pas dans le soin courant, ce n'était pas quelque chose qu'on fait habituellement. Donc il faut compter que ça doit être payé. Et sur l'aspect budget, qui dit budget, il va falloir lever une source de financement, donc au regard du montant qui aura été évalué. Donc c'est quel guichet, quel appel à projet vous allez cibler collectivement, c'est pas vers quel appel à projet vous orientez, et c'est des fois regarder aussi bien sûr est-ce qu'il y a une thématique, est-ce que c'est une thématique libre ou pas, et quel est le montant alloué par projet, parce que des fois le risque c'est vous allez essayer de rentrer dans l'enveloppe qui est est-ce que c'est un appel à projet à 50 000 euros, 25 000 euros, vous allez essayer de entre guillemets raboter le projet pour que ça rentre. Mais ça va aussi mettre en péril le projet, la faisabilité du projet par la suite. Donc, de bien calibrer avec les personnes ressources ces aspects-là. Ne pas sous-estimer, Prévoir généralement un budget supplémentaire parce qu'il y a des amendements, des modifications. Et là, dans votre liste précédente, vous avez fait exprès de ne pas mettre le budget, la valeur que coûterait le chercheur. Alors, ça fait partie de la valeur. C'est-à-dire le fait de payer le chercheur lui-même. Et ça fait partie de la ressource humaine, en fait. La ressource humaine de quoi? Et si je suis chercheur, je travaille à l'hôpital... Non, mais oui, d'ailleurs, on ne l'a pas mis, la ressource humaine. Temps investigateur. Si. Temps investigateur. Et personnel soutien à la recherche. Donc, le chercheur, il fait partie de l'ensemble de cette partie-là, les indemnités qu'on va lui verser pour son temps de recherche. Donc, tout ça... Parce que souvent, l'institution a tendance à croire que faire de la recherche, c'est on vous fait une faveur. Donc, si vous montez un projet de recherche, c'est accepté au sein de l'institution. Et même si on rapporte un budget, on vous dit, tu as de la clinique, tu as du terrain, ok, ça passe. Sauf que c'est aussi un métier à part entière. On a beaucoup parlé du côté chronophage de la recherche, et il y a aussi une valorisation par rapport à ce qui est fait. Oui. Il y a des médecins qui ont du temps consacré à la recherche dans leur temps de travail, ce qui n'est pas le cas des paramédicaux. Mais là, vous n'allez pas avoir une valorisation du chercheur, vous allez avoir un financement pour vous, c'est-à-dire dégager du temps de votre activité clinique et vous serez remplacé sur votre temps de clinique, mais vous n'allez pas avoir une valorisation supplémentaire. C'est la recherche, l'objet de la recherche fait partie de la clinique. Parce que depuis ce matin, on parle beaucoup des paramédicaux. Mais il y a une catégorie qu'on n'a pas évoquée, les psychologues, qui ne sont pas paramédicaux. Mais en même temps, en filigrane, on parle beaucoup de méthodes de sciences humaines et sociales sans parler de ce qui peut être fait aussi. Donc il y a aussi des psys qui travaillent dans des équipes. On parle d'équipes pluridisciplinaires. On a entendu tout corps de métier jusqu'à maintenant. Après, je ne sais pas si c'est un oubli.
qui a été réussi, mais en tout cas, on oublie ce corps de métier. Et on peut aussi faire des recherches dans des équipes pluridisciplinaires en ayant comme objet de recherche la clinique. Et là, se pose la question de l'indemnisation. Vous voyez, je monte un budget, j'ai un budget avec l'ARS, avec la Fondation de France, etc. Ça fait partie et de mon taf de psy, mais aussi de chercheur. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas pris en compte? Après, nous, ceux qui font de la recherche, c'est pris en compte dans leur temps de travail. Enfin, et après, il y a certains éléments, on consacre toujours plus de temps qui nous est consacré, mais je ne sais pas comment on passe un doctorat, mais chez nous, en fait, le doctorat, il est payé, il garde son salaire pour faire sa recherche. J'ai un psychologue chez moi qui passe un doctorat. Moi, je l'ai fait. Et je peux vous dire qu'on n'a pas du tout il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ce type. Financière, c'est ça, de reconnaissance financière. Une fois qu'on a eu... Mais on est tous dans... Et par rapport, là, comme vous dites, à un médecin, c'est-à-dire on est toujours en train, même si on dit on fait de la recherche, il y a toujours une espèce de hiérarchie entre ce qui relèverait de la recherche médicale et de la recherche non médicale. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Après, c'est sur la structuration des postes, les postes qu'on occupe actuellement, où on est, on est à temps plein sur un établissement de santé et on n'est pas... c'est plutôt sur le statut en lui-même ce qui interroge. Et je ne pense pas que ce soit que les psychologues qui soient confrontés à ces problématiques. Sur la valorisation des personnels. Je suis d'accord. Mais c'est un autre rapport. C'est la question du financement d'un statut qui n'existe pas. Du coup, que ce soit qu'on soit psychologue ou paramédical, en fait, c'est un statut, pour l'instant, on a parlé ce matin, il parlait de la question de la bi-appartenance, en fait. Ce statut-là, il n'est pas vraiment créé. Et donc, en fait, du coup, on ne peut pas valoriser un statut qui n'existe pas à l'heure qu'il est. La bi-appartenance, pour l'instant, n'existe pas. Ça fait partie de la conception du budget. Non. Je parle d'autre chose, c'est-à-dire qu'en tant que chercheur, j'ai un projet, je suis aussi infirmière. Je suis infirmière à 100%. J'ai un projet et ça va me prendre une journée par semaine. Et bien en fait, ce qu'on peut budgéter, c'est d'avoir un remplacement infirmier une journée par semaine pour que moi je me dégage de mon temps infirmier et que je sois remplacée au lit du patient. C'est ça qu'on peut faire. C'est comme ça qu'il faut penser. Alors le problème, il devient un peu plus difficile quand mon objet de recherche est intimement relié à mon activité clinique. Je fais de l'EPP et je fais une recherche sur mon sujet d'EPP. C'est moi qui mène mon programme. Et là, du coup, pour remplacer l'infirmière qui fait l'EPP et qui est en fait le cœur de la recherche, là on commence à être beaucoup plus embêté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois, on fait une recherche sur un sujet qui est porté par quelqu'un qui a une compétence supplémentaire. Et là, pour remplacer quelqu'un qui a une compétence supplémentaire, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a quand même des moyens d'y faire face. Et on peut valoriser avec des heures supplémentaires, des choses comme ça. On va juste terminer, parce qu'on termine l'atelier. Vous pourrez continuer la discussion. Pour la catégorisation de l'étude, ça c'est quelque chose en fait qui n'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, c'est le travail des chefs de projet, des URC, et qui vont vous aider en fait dans la catégorisation. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on catégorise, pourquoi on vous parle de catégoriser son étude, c'est-à-dire en fait, il y a des éléments qui vont impacter sur la catégorie dans laquelle va rentrer votre étude. Et c'est notamment si on recueille des données supplémentaires par rapport à la vie courante, si on change nos pratiques. Donc là, on était dans un cas de situation interventionnelle, donc on va modifier notre pratique habituelle. Et puis, si cette modification de pratique habituelle, quels sont les risques et contraintes qu'on entraîne auprès du patient? Donc là, sont probablement minimes. Et ce qui change, du coup, quand on a classé, une fois qu'on a défini ces éléments-là, et qu'on classe notre étude dans une des catégories possibles, ça va introduire en disant, dans telle catégorie, il faut un promoteur qui assume la responsabilité. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que personne, être le responsable de ce projet, parce qu'en fait, ça nécessite un promoteur. Et associé à ça, en fait, généralement, il y a l'assurance qui va avec,
Après, vous n'allez pas payer vous-même l'assurance. Donc tous ces éléments-là sont pris en charge par le promoteur. Ça nécessite donc, en fonction de la catégorie, des démarches réglementaires. Si vous faites une étude sur des médicaments, un médicament novateur ou autre, ou changement de posologie, en fait, il faudra faire une demande à l'ANSM, ce qui n'est pas le cas en fait si on fait une étude d'évaluation de nos pratiques. Par exemple, on parlait tout à l'heure. Voilà, donc vous aurez en fait des démarches à faire. Les démarches seront faites par les chefs de projet et les URC. Ils vont vous accompagner dedans et c'est eux généralement qui s'occupent de ces démarches réglementaires, mais elles vont prendre en considération votre projet. Donc si d'emblée vous êtes très ambitieux et que vous arrivez avec un projet qui va demander, ça peut impacter des démarches réglementaires qui peuvent être conséquentes. Donc quand vous arrivez avec un projet super novateur, interventionnel, avec 3 trucs qui vont changer en fait, dans la prise en charge, et que vous allez faire, tout à l'heure on parlait des manips radio, donc en fait on va créer une radiographie ou un scanner à un patient, et ben là en fait dans la prise de risque, parce qu'en fait irradier un patient ça a une prise de risque, et ben dans ces cas-là vous n'allez pas pouvoir la commencer la semaine prochaine votre étude. Il va falloir que comme il y a des démarches réglementaires qui vont devoir s'engendrer, et ben ça va demander un peu d'attente. Et en fait le GIRSI a mis en place une aide en fait sur leur site, sur le site du GIRSI, qui s'appelle SmartReg. Et dedans, en fait, vous répondez juste aux questions concernant votre étude, et en fait, ça va vous dire en fait quelles démarches réglementaires vont s'imposer à vous. Alors, ça ne fait pas les démarches réglementaires, mais ça permet juste de vous orienter et de guider quand vous allez vers l'URC et de comprendre un petit peu de quoi on va parler dans la catégorisation des études et ce que ça impacte. Voilà. Donc, je vous invite, vous pourrez utiliser sur le site, vous pouvez le retrouver. Vous avez le QR code ici qui vous permettra de gérer, de comprendre un peu la catégorisation. Et juste la façon dont on peut, la perception qu'on peut avoir du circuit des autorisations réglementaires, voilà, ça peut être vécu comme un process fastidieux, long, etc. Mais à la fois, un process qui est nécessaire. Et des fois, quand on essaye de contourner alors ça peut être par naïveté, c'est-à-dire méconnaissance, finalement je ne connais pas et je ne connais pas les autorisations réglementaires et je me suis lancée dans le recueil de données sensibles auprès de professionnels de santé. J'ai démarré mon étude, mais je n'ai pas sollicité les autorisations. Finalement, par méconnaissance, je suis allée trop vite et du coup, c'est des études qu'on est obligé de stopper et des données qu'on ne peut pas utiliser. Donc c'est prendre du temps en amont, mais aussi gagner du temps par la suite. Et en termes de respect aussi des participants et de l'ensemble des personnes qui sont engagées dans le projet. Donc c'est un circuit et on est tous face à au Ça fait partie de la démarche éthique. Hein. Aujourd'hui, c'est en gros, vous faites une recherche, il faut que cette recherche respecte la réglementation, parce que la réglementation est là pour protéger les personnes. Donc chacun ne fait pas ce qu'il veut dans son coin. Ça, c'est le principe même de la démarche éthique. Donc ça, et on vous en parle pour comprendre, pour vraiment que vous compreniez que les gens qui vous accompagnent dans un projet de recherche, les URC, les chefs de projet, les infirmiers de recherche clinique qui vont pouvoir vous guider, ils ne sont pas là pour vous freiner et vous dire « Non, mais tu as une idée pourrie, en fait. Hein. » Parce que souvent, c'est la perception. Quand on leur dit « Non, mais là, en fait, ton projet, tu ne veux pas faire un truc un peu plus simple, tu ne veux pas modifier quelques trucs parce que ça va être contraignant en termes de réglementation. » Et en fait, ou d'orienter, de dire « Ok, on peut faire ton projet, mais ça va demander un peu de temps, il faut que tu demandes un consentement au patient, il va falloir que tu prépares une information. » Et bien en fait, on est perçu comme des gens qui empêchent de tourner en rond ou de créer le projet. Alors qu'en fait, on est là au contraire pour les aider, pour vous aider, pour faciliter en fait la démarche, mais il faut juste en avoir conscience de ces contraintes et que nous, on ne peut pas se passer. Je pense que du coup, on arriverait potentiellement à finalement une idée un peu plus mature et on pourrait commencer à formaliser un début de protocole en sachant que c'est une écriture qui va demander des allers-retours entre les différents acteurs, qui va un projet, une idée qui va encore évoluer. Donc il faut aussi accepter des phases de construction, déconstruction
tout au long voilà, du processus et de bien revenir. Là, on a souligné, mais l'importance de toujours informer voilà, ses collègues, son encadrement, son institution pour les emmener, pour continuer avec eux dans le projet. Finalement, l'idée, elle a évolué et on revient vers eux et on les entraîne avec nous dans le processus pour les avoir toujours à nos côtés. C'est vrai que si on revient sur l'idée de départ de prise en charge de douleur et d'hypnose conversationnelle, si les membres de l'équipe en ont rien à faire et qu'ils n'adhèrent pas en fait, à l'hypnose conversationnelle, ça va être difficile de faire intégrer en fait, ce projet. Donc il faut vraiment partager ce projet et en fait, qu'il y ait une adhésion en fait, de l'équipe, de son cadre, voilà, plus globalement de l'institution, quoi. Oh, pardon. Et puis là, on vous a juste proposé une trame de protocole, mais qui sera consultable. Voilà un peu tous les items attendus dans un protocole, mais juste voilà, à consulter par la suite. C'est un type d'exemple, en fait, c'est les éléments. En fait, on en a déjà balayé pas mal, finalement, dans la discussion, et de pouvoir, en fait, amener une trame de protocole, en sachant qu'en fait, que cette trame, elle n'est pas, en fait, il y a plusieurs types de trames de protocoles, et on va avoir, en fait, notamment sur Equator Network, vous allez pouvoir, en fait, avoir un ensemble de paramètres qui vont rentrer dans tel type de protocole. Donc, si vous faites une démarche, une étude qualitative, en fait, vous avez le modèle. Vous avez le modèle pour des études randomisées, des études observationnelles. Donc, voilà. Donc, on vous invite à aller voir, en fait, sur ce site. Vous pourrez trouver des trames, en fait, sous Word, en PDF. Vous avez même en fait des schémas d'analyse, c'est-à-dire que vous partez de votre population initiale et puis en fait ainsi de suite de pouvoir avoir la comparaison de vos deux bras. Vous avez des exemples dans ces éléments. En tout cas, on voulait vous remercier pour votre participation et puis on reste présent pour répondre à vos questions maintenant et puis vous pouvez aussi nous joindre à distance. Voilà, on vous a laissé nos mails si vous avez des questions et si on peut vous accompagner, bien évidemment en lien avec vos structures d'aide. Hein. L'idée, ce n'est pas d'interférer, c'est de s'associer déjà avec l'équipe en place. Vous avez le site du GIRSI, donc du GT Réseau, où vous allez retrouver les appels à projets, les formations, vous pouvez tout retrouver, le Smart Reg dont on vous a parlé tout à l'heure du site du GIRSI, et puis on s'appuie également sur un guide en fait, qui est téléchargeable gratuitement, en fait, qui est à l'origine fait pour les infirmiers sapeurs-pompiers, parce que c'était une demande de leur part, mais qui est généralisable en fait à différents projets de recherche, donc vous pouvez le télécharger gratuitement et le récupérer pour vous en servir. Voilà. Des questions, des choses commentées? Oui. Alors, c'est plus pour ma curiosité personnelle par rapport à votre activité de recherche clinique chez les sapeurs-pompiers, pour avoir un ordre d'idée de vos thématiques. Parce que pour le coup, j'étais très étonnée de voir. Je m'étais même dit que j'avais mal lu. Et en vous voyant arriver, je me suis dit non, j'ai bien lu. Mais du coup, j'ai du mal à visualiser. Donc, je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc la brigade couvre en fait Paris et les départements limitrophes qui sont 92, 93, 94. Et on a une division santé avec des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, des aides-soignants et un ensemble de secouristes. On a 8500 hommes de secouristes qui font du secours à personne, qui transportent dans les hôpitaux. Et donc on gère, nous, tous les appels, en fait, des appels téléphoniques d'urgence, et on gère aussi également l'ensemble des bilans. Moi, dans mon activité clinique, je pars en intervention, on fait de la médecine du travail, on a un ensemble d'activités. On gère, par exemple, on a une procédure d'urgence neurovasculaire, où on envoie directement les patients en urgence neurovasculaire, directement au scanner ou à l'IRM, suivant les ENV, sans passer par un service d'urgence. Donc il y a tout un ensemble de procédures, et on participe à des projets de recherche. Des projets de recherche qui sont soit notre initiative institutionnelle, soit à l'inverse, en fait, qui viennent de l'extérieur, par exemple de l'AP-HP, et qui viennent nous solliciter pour participer et inclure des patients en tant que centre investigateur. Moi, je dis l'AP-HP, mais on a travaillé avec le CHR d'Orléans, par exemple. On travaille avec l'INSERM, le centre d'expertise de mort subite. Voilà, donc on a différents partenaires. Et donc on participe à la recherche et on fait de la recherche paramédicale également.
Très bien, merci beaucoup. Bon, merci à tous. On va arrêter là, Merci il est beaucoup. 16h. Voilà. Donc en espérant que cet atelier vous aura donné des éléments pour faire fructifier vos idées. Merci beaucoup en tout cas. Merci.